J'ai reçu ce récit de Valentina, une abonnée qui travaille comme infirmière dans un hôpital rural. Ce qu'elle m'a écrit m'a laissé sans sommeil plusieurs nuits, et je pense que cela va aussi te marquer. Si jamais tu as vécu quelque chose que tu ne peux pas expliquer, j'aimerais que tu le partages dans les commentaires. Maintenant, laisse-moi te raconter ce qui est arrivé à Valentina pendant ses nuits de garde dans la salle de maternité, quand elle a commencé à remarquer que quelque chose d'invisible rendait visite au nouveau-né chaque matin. Je m'appelle Valentina, et je travaille comme infirmière depuis 8 ans. Ce que je vais raconter s'est passé il y a 6 mois à l'hôpital San Rafael, un petit centre médical en périphérie d'un village appelé Villa del Carmen, dans une région montagneuse, où les anciennes traditions se mêlent encore à la médecine moderne. Je n'ai jamais été superstitieuse. Mon éducation était scientifique, rationnelle. Je croyais que tout avait une explication logique, que les fantômes et les sorcières n'étaient que des contes pour effrayer les enfants. Mais après ce que j'ai vécu, je ne peux plus être si sûr de quoi que ce soit. Tout a commencé un mardi de mars, lorsque j'ai été affecté définitivement au service de nuit de la maternité. L'hôpital était vieux, construit dans les années 50 sur ce qui avait autrefois été un couvent. Les couloirs étaient longs et froids, avec cette odeur caractéristique de désinfectant qui ne parvenait jamais à masquer complètement l'arôme d'humidité des vieux murs. Pendant la journée, l'endroit bouillonnait d'activité, mais la nuit, surtout après 11 heures, le silence devenait presque tangible. La salle de maternité était au 2e étage, au bout d'un couloir qui semblait toujours plus sombre que le reste du bâtiment. Il y avait 6 berceaux pour les nouveau-nés, bien que nous n'ayons rarement plus de 3 bébés en même temps. Villa del Carmen était un petit village, et les naissances n'étaient pas si fréquentes. Ma première semaine fut tranquille, routinée. Je vérifiais les bébés toutes les 2 heures, nourrissais ceux qui n'étaient pas avec leur mère, changeais des couches, vérifiais les signes vitaux. Le service de nuit avait quelque chose de paisible, quand tout était silencieux, sauf pour les pleurs occasionnels d'un nouveau-né ou les doux bips des moniteurs. Mais au cours de ma 2e semaine, les choses ont commencé à devenir étranges. C'était un vendredi. Nous avions 3 bébés cette nuit-là, 2 filles et un garçon, tous nés dans les 2 derniers jours. Vers 2 heures du matin, j'étais à la station des infirmières en train de compléter des papiers, quand j'ai entendu un son qui m'a fait lever les yeux. C'était comme une berceuse, à peine audible, chantée d'une voix très basse. La mélodie était ancienne, de celles qui te semblent vaguement familières, même si tu ne sais pas d'où tu les connais. Je me suis levé et j'ai marché vers la salle des berceaux. La porte était entr'ouverte, et les lumières nocturnes projetèrent des ombres douces sur les murs peints en bleu pâle. Les 3 bébés étaient éveillés, mais aucun ne pleurait. Cela en soi était étrange. Les nouveau-nés ont tendance à pleurer lorsqu'ils sont éveillés, surtout à cette heure-là. Mais ces 3-là regardaient simplement un même point du plafond, avec des expressions de calme qui semblaient presque hypnotiques. Le chant s'est arrêté dès que je suis entré. Le silence qui a suivi était abrupt, antinaturel. Les bébés ont cligné des yeux, comme sortant d'un transe, et l'un d'eux a commencé à pleurer. Je me suis approché rapidement, vérifiant chacun d'eux. Ils allaient là bien. Leurs signes vitaux étaient normaux. Mais il y avait quelque chose dans leurs yeux qui me troublait, une sorte de reconnaissance, comme s'ils avaient vu quelque chose que je ne pouvais pas voir. Je me suis convaincu que j'avais imaginé le chant. Peut-être était-ce un résidu de quelque musique que j'avais entendue auparavant, mon cerveau remplissant le silence avec de faux souvenirs. La fatigue fait des choses étranges à la perception. J'ai donc terminé de vérifier les bébés, je les ai bordés, et je suis retourné à ma station. Mais le lendemain, cela s'est reproduit. Même heure, 2 heures du matin. Cette fois, le chant était plus clair, plus défini. Et il venait définitivement de la salle des berceaux. Je suis entré rapidement, allumant les lumières principales. La pièce était vide sauf pour les bébés, qui étaient à nouveau éveillés, et regardaient le même point du plafond. Dans l'air flottait un arôme qui n'avait pas été là auparavant. Quelque chose de floral, sucré, mais avec une touche de pourriture en dessous, comme des fleurs fanées. « Y a-t-il quelqu'un ici ?» ai-je demandé, me sentant ridicule. Il n'y eut bien sûr pas de réponse. Juste le bourdonnement des lumières fluorescentes et le doux crépitement de l'humidificateur dans le coin. J'ai examiné chaque coin de la chambre. Les fenêtres étaient fermées et verrouillées. La porte qui menait à la salle de bain était ouverte, mais la salle de bain était vide. Il n'y avait personne. Et pourtant, les bébés continuaient à fixer ce même point du plafond, où il n'y avait absolument rien de visible.
Au 3e jour, j'ai décidé de parler à Lucia, une infirmière qui avait travaillé à l'hôpital pendant 20 ans. Elle était du village, connaissait toutes les histoires locales. Je l'ai trouvée pendant le changement de garde, en train de prendre un café dans la salle de repos. « Lucia, lui ai-je dit, essayant de paraître décontracté, as-tu déjà entendu des choses étranges dans la salle de maternité, comme des chants ?» Elle a immédiatement cessé de boire. Son expression a changé, devenant sérieuse. « Qu'as-tu exactement entendu ?» Je lui ai raconté les 2 dernières nuits, le chant, les bébés éveillés et tranquilles, l'étrange parfum. Je m'attendais à ce qu'elle rigole, qu'elle me dise que je travaillais trop, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle s'est approchée et a baissé la voix. « Sais-tu ce qu'était ce bâtiment avant d'être un hôpital ?» Elle n'a pas attendu ma réponse. Un couvent de religieuses, oui, mais avant cela, bien avant, c'était autre chose. Les anciens du village disent que ce terrain était un lieu sacré pour les sages-femmes traditionnelles. C'est ici que les femmes du village venaient accoucher, assistées par des guérisseuses et des sages-femmes. Cela a duré des générations, jusqu'à ce que l'Église l'interdise au XVIIIe siècle. Et qu'est-ce que cela a à voir avec ce que je vis ? Lucia hésita, choisissant ses mots avec soin. Il y a des histoires, des légendes, vraiment. On dit que l'une des sages-femmes, la plus puissante, a été accusée de sorcellerie. On l'a brûlée sur la place du village, mais avant de mourir, elle a juré qu'elle ne cesserait jamais de protéger les nouveau-nés, qu'elle reviendrait toujours pour s'occuper d'eux, peu importe ce qu'ils construiraient sur sa terre sacrée. Un frisson me parcourut la colonne. « Tu es en train de dire qu'il y a le fantôme d'une sorcière dans la salle de maternité ?» « Je ne sais pas ce qu'il y a, » répondit Lucia. « Je sais juste que tu n'es pas la première à entendre des chants. Et tu n'es pas la première à voir des bébés se comporter de manière étrange. Mais, Valentina... » Elle marqua une pause, son visage sombre. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. Les bébés qu'elle visite, selon les anciennes histoires, sont marqués. Pas toujours de manière mauvaise, mais ils sont marqués. Certains disent qu'ils développent des capacités spéciales, d'autres disent qu'ils attirent des malheurs. Personne ne sait avec certitude. Je voulais tout écarter comme superstition. Mais cette nuit-là, lorsque je suis revenu à mon poste, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une appréhension croissante. J'avais 2 bébés sous ma garde, un garçon nommé Matteo et une fille nommée Sofia. Tous 2 étaient nés le même jour. Les premières heures étaient normales. J'ai vérifié les bébés, nourri Sofia, changé des couches. J'ai complété ma documentation. L'hôpital était dans son silence habituel de l'aube, seulement interrompu par les pas occasionnels des agents de sécurité ou du personnel de nettoyage dans d'autres étages. Puis, à 2 heures précises, le chant a commencé. Cette fois, j'étais préparé. Je me suis levé immédiatement et me suis dirigé silencieusement vers la salle des berceaux. La porte était complètement fermée, bien que j'étais sûr de l'avoir laissée entrebâillée. Je l'ai ouverte lentement, sans faire de bruit. Ce que j'ai vu m'a paralysé. Il y avait une silhouette inclinée au-dessus du berceau de Matteo. Il était difficile de la décrire car elle semblait faite d'ombres et de lumière en même temps, comme si elle n'était pas complètement solide. Elle avait la forme d'une femme, vêtue de ce qui semblait être des vêtements anciens, et ses mains, translucides et étrangement longues, se déplaçaient au-dessus du bébé dans des gestes qui semblaient des bénédictions. Et elle chantait, cette même chanson de berceuse que j'avais entendue auparavant, mais maintenant je pouvais comprendre quelques mots. C'était une langue ancienne, peut-être le nahuatl ou un dialecte perdu. Le bébé Matteo était complètement calme, la regardant avec ses nouveaux yeux si grands et absorbés. Il n'avait pas peur. Si quelque chose, il semblait fasciné. Mon premier instinct fut de crier, de courir, de faire quelque chose. Mais je restais figé, incapable de bouger un muscle. La silhouette continua son rituel, passant ses mains sur le front du bébé, sa poitrine, ses petites mains. Puis elle se dirigea vers le berceau de Sofia et répéta le processus. Quand elle eut fini, la silhouette se redressa et pour la première fois, tourna la tête vers moi. Elle n'avait pas de visage, pas exactement. C'était plus comme une suggestion de traits, l'esquisse d'yeux, le contour d'une bouche. Mais je sentis qu'elle me voyait, qu'elle m'évaluait, puis elle parla, pas avec un son, mais directement dans mon esprit, sa voix résonnant dans mon crâne. N'aie pas peur, je tiens juste ma promesse. Je les protège comme j'ai protégé des milliers avant eux. Comme j'ai protégé ta grand-mère quand elle est née sur cette même terre. Avant que je puisse traiter ces mots,
La silhouette commença à s'estomper, se dissolvant comme de la fumée dans l'air. En quelques secondes, elle avait complètement disparu, ne laissant que l'arôme persistant de fleurs fanées. Je restais là, tremblant, pendant ce qui sembla une éternité. Enfin, mes jambes répondirent, et je m'approchai en titubant des berceaux. Les 2 bébés dormaient maintenant, respirant paisiblement. Je vérifiais compulsivement leurs signes vitaux. Tout était normal, complètement normal. Mais quand j'ai examiné le front de Matteo, j'ai vu quelque chose qui n'y avait pas été auparavant. Une petite marque, presque imperceptible, comme une tache de naissance en forme de croissant de lune. Et Sofia en avait une similaire, mais la sienne ressemblait à une étoile à 5 branches. Les marques étaient si subtiles qu'elles auraient facilement pu passer inaperçues. Elles auraient pu être là depuis la naissance, et je ne les avais tout simplement pas remarquées auparavant. Mais je savais, avec une certitude qui me terrifiait, qu'elles n'avaient pas été là quand je les avais examinées 2 heures plus tôt. Le reste de cette nuit, je l'ai passé dans un état de choc contrôlé. Je ne pouvais me concentrer sur rien. Chaque ombre me faisait sursauter, chaque bruit me mettait en alerte. Quand le jour s'est enfin levé, et que le tour du jour est arrivé, je suis rentré chez moi et j'ai dormi avec les lumières allumées. Au cours des jours suivants, j'ai essayé de me convaincre que c'était une hallucination. Le stress, le manque de sommeil, les histoires de Lucia contaminant ma perception. Mais les marques sur les bébés étaient réelles. Je les avais documentées, pris des photos avec mon téléphone avant que leurs parents ne les emmènent de l'hôpital. J'ai pensé à démissionner, demander un transfert, au moins. Mais quelque chose me retenait. Une partie de moi avait besoin de comprendre ce qui se passait, et une autre partie, celle qui avait choisi d'être infirmière, ressentait une étrange obligation de protéger les bébés qui étaient sous ma garde, même des présences que je ne comprenais pas. La semaine suivante a apporté de nouvelles naissances, 3 de plus, et chaque nuit, à 2 heures du matin, la silhouette revenait. J'ai commencé à l'appeler la sage-femme dans mon esprit, car c'était ce qu'elle semblait être selon les histoires. Et chaque nuit, je l'observais réaliser son rituel silencieux, bénissant ou marquant chaque nouveau-né sous ma garde. J'ai commencé à remarquer des motifs. La sage-femme n'apparaissait jamais si j'étais directement dans la chambre au moment des 2 heures. Seulement si j'étais dehors, même à quelques mètres. C'était comme si elle respectait certaines limites, certaines règles. De plus, elle ne visitait que les bébés durant leurs 3 premières nuits de vie. Après cela, elle les laissait en paix. Une nuit, j'ai décidé d'essayer de communiquer avec elle. J'ai attendu dehors de la salle des berceaux, jusqu'à entendre le chant, puis je suis entré lentement, gardant mes mains visibles et ma posture non menaçante. « Je ne veux pas te faire de mal », ai-je dit à voix basse. « Je veux juste comprendre. » La partera s'est arrêtée au milieu de son rituel. La pièce s'est refroidie de plusieurs degrés instantanément. Mon souffle est devenu visible. Elle s'est tournée vers moi, et cette fois, ses traits étaient légèrement plus clairs, comme si elle faisait un effort pour se matérialiser plus complètement. « Tu vois », dit sa voix dans mon esprit, « la plupart ne peut pas, ta grand-mère voyait aussi, le sang se souvient. Que fais-tu avec les bébés? Je les protège, je les marque pour que d'autres comme moi sachent qu'ils sont sous ma protection. Il y a des choses dans ce monde, et dans l'autre, qui cherchent des nouveau-nés. Ils sont vulnérables, leurs âmes à peine attachées à leur corps. Je les scelle, je les ancre, je les protège de ce qui rôde dans l'obscurité. De quoi ont-ils besoin de protection? La partera s'est approchée, et le froid s'est intensifié. Je pouvais voir à travers elle les murs derrière, comme s'ils étaient en verre dépoli. Il y a des entités qui se nourrissent d'innocence. Des esprits affamés, pas tous bienveillants comme moi. Certains cherchent à posséder des corps jeunes, d'autres veulent simplement détruire ce qui est pur. J'ai protégé les enfants de cet endroit pendant 300 ans, depuis qu'on m'a brûlé pour avoir aidé à faire naître les enfants des femmes du village. Ma promesse était éternelle, et je l'ai tenue. Les marques, font-elles autre chose? Ont-elles des effets secondaires? Elles les marquent comme protégées. Certains développent des sensibilités. Ils peuvent voir ce que d'autres ne voient pas. Comme toi, ils peuvent sentir des présences, percevoir des dangers. C'est un petit prix à payer pour la protection qu'ils reçoivent. Sans mes marques, certains de ces enfants ne survivraient pas à leur première année. Il y a de l'obscurité dans ce village, petite, plus que tu ne l'imagines. Avant que je puisse poser d'autres questions, j'ai entendu des pas dans le couloir. Un des médecins de garde nocturne s'approchait. La sage-femme s'est instantanément dissoute, et quand le docteur est entré, la chambre était vide sauf pour moi et les bébés endormis. « Tout va bien, Valentina ?» a-t-il demandé, remarquant mon expression. « Oui,
Ai-je menti? Je vérifiais juste les petits. Au cours des semaines suivantes, ma relation avec la sage-femme est devenue presque routinière. Elle arrivait à 2 heures, réalisait ses rituels, et parfois nous échangions quelques mots silencieux. J'ai appris qu'elle avait été une guérisseuse nommée Citlali, que le nom signifiait étoile en nahuatl, et qu'elle avait aidé à naître plus de 1000 enfants avant d'être exécutée par l'Inquisition en 1721. Tu n'es pas fatigué? Lui ai-je demandé une nuit. 300 ans, c'est beaucoup de temps. Les morts ne se fatiguent pas de la même manière que les vivants, et mon but me soutient. Tant qu'il y aura des enfants qui auront besoin de protection, je resterai. Mais alors quelque chose a changé. Une nuit d'avril, alors que j'avais seulement un bébé sous ma garde, un garçon nommé Gabriel, la partera est apparue bien avant 2 heures. Il n'était à peine que 11 heures du soir lorsque j'ai ressenti le froid caractéristique et l'arôme des fleurs fanées remplir la pièce. Je suis entré en courant et je l'ai trouvé penché sur Gabriel, mais cette fois sa posture était différente. Elle semblait presque défensive, comme si elle le protégeait de quelque chose. La pièce était plus froide que jamais et les lumières clignotaient de manière erratique. « Que se passe-t-il » ai-je demandé. « Quelque chose arrive » répondit-elle, sa voix mentale tendue. Quelque chose de vieux, plus vieux que moi. Cela a été réveillé. Qu'est-ce que c'est? Les ignorants du village ont perturbé un endroit qui aurait dû rester scellé, une ancienne tombe dans les collines. Ils ont libéré quelque chose qui aurait dû rester enterré. Maintenant, cela cherche des âmes jeunes pour se nourrir, pour retrouver sa force. Cela viendra ici. Cela peut sentir les innocents. Comme pour confirmer ces paroles, toutes les lumières du sol se sont éteintes simultanément. Les générateurs de secours auraient dû activer les lumières de secours immédiatement, mais ils ne l'ont pas fait. L'obscurité était absolue. Je cherchais ma lampe de poche à tâtons, mais les piles étaient mortes malgré le fait que je les avais changées cet après-midi-là. La seule lumière venait de la partera elle-même, dont la forme émettait maintenant une lueur pâle et fantomatique. « Prends l'enfant » m'ordonna-t-elle. « Emmène-le en bas, où il y a plus de gens, plus de lumière, plus de vie. Il ne peut pas se manifester facilement là où il y a beaucoup de vivants conscients. Mais avant que je puisse bouger, je sentis quelque chose d'autre dans la pièce. Une présence qui n'était pas la partera. Quelque chose de dense, lourd, malveillant. L'air devint épais, difficile à respirer, comme si j'avais été plongé sous l'eau, et alors je le vis. Ou plutôt je vis son absence. C'était une obscurité plus profonde que l'obscurité de la pièce, une forme humanoïde mais grotesquement déformée. Elle se déplaçait le long des murs comme une ombre, mais projetait sa propre obscurité, absorbant même la faible lueur de la partera. Le bébé Gabriel a commencé à pleurer, un cri aigu de pure terreur. J'ai couru vers son berceau, mais l'ombre était plus rapide. Elle s'est glissée entre nous, bloquant mon chemin. Quand j'ai essayé de la traverser, c'était comme frapper un mur de glace. Le froid était si intense qu'il brûlait. La sage-femme s'est interposée entre l'ombre et le bébé. Je ne te laisserai pas le prendre, il est sous ma protection. L'ombre a répondu par un son qui n'était pas exactement un son, mais une vibration que j'ai ressentie dans mes os. C'était un rire, je crois, un rire moqueur et cruel. Alors les deux entités se sont heurtées. Je ne peux pas décrire adéquatement ce que j'ai vu, car cela défie la physique que je connais. Lumière et obscurité luttaient, s'entrelaçant, chacune essayant de consommer l'autre. La pièce tremblait. Les moniteurs médicaux ont explosé en étincelles. Les fenêtres se sont fissurées. J'ai profité de la distraction pour attraper Gabriel de son berceau. Il était glacé au toucher, ses lèvres prenant une teinte bleutée. Je l'ai enveloppé dans des couvertures et j'ai couru vers la porte. Mais la porte ne s'ouvrait pas. La poignée tournait mais la porte restait scellée, comme si quelque chose la maintenait fermée de l'autre côté. J'ai frappé et crié, mais personne ne répondait. C'était comme si le reste de l'hôpital avait cessé d'exister, nous laissant piégés dans cette pièce avec deux forces surnaturelles en bataille. La partera était en train de perdre. Je pouvais le voir dans la façon dont sa forme s'estompe, devenant plus translucide, plus faible. L'ombre la consumait, absorbant son essence. Bientôt, il ne resterait rien entre cette chose et le bébé qu'elle tenait. Dans mon désespoir, je me suis rappelé quelque chose que ma grand-mère m'avait appris quand j'étais enfant, avant que je ne perde toute foi en de telles choses. Elle m'avait appris une prière, une protection ancienne dans une langue que je n'avais jamais complètement comprise. Je l'avais oubliée pendant des années, la rejetant comme une superstition. Mais maintenant, les mots revenaient à mon esprit avec une clarté cristalline. J'ai commencé à réciter la prière à voix haute.
tenant Gabrielle contre ma poitrine. Les mots sont sortis maladroitement au début, ma prononciation probablement terrible, mais je suis devenu plus sûr de moi à chaque répétition. C'était une prière de lumière, de protection, de vie affirmant son droit à exister contre les forces de la mort et de l'obscurité. L'ombre trembla. Pas beaucoup, juste un peu, mais c'était suffisant. La sage-femme profita de ce moment de faiblesse, rassemblant ses dernières forces dans une ultime attaque désespérée. Sa forme brilla intensément, si brillamment que je dus fermer les yeux, et elle lança tout son être contre l'obscurité. Il y a eu un éclat éblouissant, un bruit comme du verre brisé, et puis... silence. Les lumières de l'hôpital se sont rallumées. La porte s'est ouverte brusquement, et le personnel de sécurité ainsi que d'autres infirmiers sont entrés en courant, alertés par la coupure de courant et mon absence à la station des infirmières. « Valentina, ça va ? Que s'est-il passé ?» J'ai regardé autour de moi. La chambre était un désastre. Les moniteurs étaient détruits, les fenêtres fissurées. Il y avait des marques de brûlure sur les murs. Mais à la fois la sage-femme et l'ombre avaient disparu. Gabriel pleurait dans mes bras, mais quand on l'a examiné, il allait bien, parfaitement bien. Même la coloration bleutée avait disparu. J'ai inventé une histoire sur une surcharge électrique, un court-circuit qui avait causé des dommages et m'avait effrayé. Ce n'était pas convaincant, mais c'était mieux que la vérité. On m'a renvoyé chez moi pour le reste de la nuit afin de me remettre du choc. Pendant la semaine suivante, la partera ne revint pas. Les 2 heures du matin arrivaient et passaient sans chant, sans présence, sans protection. Les bébés nés pendant ces jours-là ne reçurent aucune marque. J'ai commencé à craindre le pire, qu'elle s'était complètement sacrifiée pour sauver Gabriel, que sa promesse de 300 ans avait finalement pris fin. Mais alors, exactement 1 semaine après l'incident, je sentis la familiarité de la baisse de température. C'était plus faible qu'avant, à peine perceptible, mais c'était là. Je suis entré dans la salle des berceaux, où nous avions 2 nouveau-nés. La partera était là, mais elle n'était guère qu'une ombre de ce qu'elle avait été. Sa forme était si ténue que je pouvais à peine la voir, mais elle chantait, d'une voix faible, et mouvait ses mains translucides sur les bébés dans le rituel familier. « Je pensais que tu étais parti », murmurai-je. « Quasi », répondit-elle, sa voix mentale à peine un murmure. J'ai failli me laisser consumer. Mais ta prière m'a donné la force nécessaire pour résister. Les vieilles paroles ont encore du pouvoir, surtout lorsqu'elles sont prononcées avec une véritable intention par quelqu'un qui porte le sang des guérisseuses. Va-t-elle revenir, l'ombre? Pas de sitôt. Elle a été blessée, renvoyée dans sa tombe. Les ignorants qui l'ont libérée ont payé le prix, mais finalement, quelqu'un d'autre perturbera quelque chose qui ne doit pas être perturbé. Cela arrive toujours. C'est pourquoi je dois rester. C'est pourquoi ma veille ne finit jamais. Comment puis-je aider? Garde les yeux ouverts. Écoute les anciennes histoires. Ne les rejette pas comme de la superstition. Ta grand-mère le savait. C'est pourquoi elle t'a appris la prière de protection, même quand tu étais sceptique. Elle savait qu'un jour tu en aurais besoin. Et maintenant, tu dois en apprendre davantage. Sois mon assistante dans le monde des vivants, comme ta grand-mère l'était à son époque. Les semaines passèrent, et lentement la partera retrouva un peu de sa force. Elle ne redevint jamais aussi substantielle qu'avant l'attaque, mais sa présence se stabilisa. Les bébés continuaient à recevoir ces marques protectrices, ces bénédictions silencieuses. Et j'ai commencé à apprendre. Lucia m'a mis en contact avec les anciens du village, ceux qui se souvenaient encore des vieilles histoires, des anciennes traditions. J'ai appris sur les protections, les rituels, les prières. J'ai appris à reconnaître les signes de présence surnaturelle, tant bienveillante que malveillante. J'ai découvert que l'attaque n'avait pas été un incident isolé. La tombe qui avait été perturbée appartenait à un prêtre préhispanique qui avait pratiqué des sacrifices humains, en particulier d'enfants. Il avait été enterré avec des sceaux et des malédictions il y a plus de 500 ans, mais un groupe de chercheurs de trésors avait violé sa tombe à la recherche d'or. 3 d'entre eux sont morts dans des circonstances étranges dans les semaines suivant l'incident à l'hôpital. Les survivants ont juré de ne jamais revenir perturber des sites anciens. J'ai également découvert que ma grand-mère avait été, en effet, une guérisseuse. Elle avait travaillé avec la partera pendant des années, sans que personne dans la famille moderne ne le sache. Elle avait laissé des journaux cachés dans sa maison, des journaux que ma mère m'a remis à contre-cœur lorsque je lui ai raconté ce que j'avais vécu. Dans ces journaux,
Elle documentait des rencontres similaires, des protections qu'elle avait réalisées, des dangers qu'elle avait affrontés. Je savais que cela t'arriverait, m'a dit ma mère les larmes aux yeux. C'est pourquoi elle a toujours essayé de te dissuader de devenir infirmière, de travailler dans des endroits où naissent ou meurent des gens. Ce sont les endroits où le voile est le plus mince, où les vivants et les morts se rencontrent plus facilement. Cela fait 6 mois depuis cette nuit de l'attaque. Je continue à travailler dans le service de maternité de nuit. Je pourrais demander un changement, mais je ne le fais pas. Quelqu'un doit être là. Quelqu'un qui peut voir, qui peut protéger si la parterre a besoin d'aide à nouveau. Les bébés continuent de naître, recevant leur marque protectrice, grandissant et rentrant chez eux avec leurs familles, qui ne sauront jamais à quel point elles ont été proches du danger. Et chaque nuit, à 2 heures du matin, j'écoute cette vieille chanson de berceau, ce chant qui a protégé des générations d'enfants pendant 300 ans. Parfois, je me demande combien d'autres hôpitaux, cliniques, maternités ont leur propre protecteur silencieux. Combien d'entités bienveillantes veillent sur nous sans que nous le sachions, tenant des promesses faites il y a des siècles, maintenant à distance l'obscurité qui cherche constamment à s'infiltrer dans notre monde. Je n'ai pas de réponse. Je sais juste que je ne suis plus la sceptique que j'étais. J'ai vu trop de choses. J'ai appris que le monde est beaucoup plus étrange et plus dangereux que ce qu'on nous enseigne à l'école de soins infirmiers. Mais j'ai aussi appris que nous ne sommes pas impuissants. Qu'il existe des protections, des rituels, des mots de pouvoir qui fonctionnent si vous savez comment les utiliser. J'ai appris que parfois, les sorcières ne sont pas les méchantes des contes. Parfois, ce sont les héroïnes silencieuses, protégeant les innocents depuis au-delà de la mort, remplissant des promesses éternelles lorsque tout le monde les a oubliées. Voici le témoignage de Valentina. Elle m'a dit qu'elle s'entraîne maintenant avec les anciens du village, apprenant tout ce qu'elle peut sur les anciennes protections. Elle continue de travailler dans cette salle de maternité, étant les yeux vivants de la sage-femme. Si jamais vous avez travaillé dans des endroits où la vie et la mort se touchent, j'aimerais connaître votre expérience dans les commentaires. Et si vous avez votre propre histoire qui doit être racontée, n'hésitez pas à me l'envoyer. Chaque récit contribue à notre compréhension de l'inexplicable. Prenez soin de vous, et à la prochaine. Il y a des personnes qui m'écrivent en demandant que je ne révèle pas leur nom complet. Et il y en a d'autres qui me demandent spécifiquement de le faire, qui veulent que leur histoire circule avec leur nom parce qu'elles estiment que cela leur donne un peu de contrôle sur quelque chose qui leur a beaucoup enlevé. Marcos fait partie de ces derniers. Il a 52 ans, est musicien et vit à Buenos Aires. Il m'a écrit il y a 3 semaines avec une histoire qu'il porte, selon ses propres mots, depuis 8 ans. Si jamais tu as eu quelque chose à porter seul pendant trop longtemps, tu sais déjà ce que cela pèse. Marcos parle d'un violon, de ce qu'il a trouvé à l'intérieur de ce violon, et de ce qui est arrivé avec lui dans son appartement une nuit de mars il y a 8 ans et qui a mis beaucoup plus de temps à partir. Voici ce qu'il m'a raconté. Je joue du violon depuis que j'ai 9 ans. Je ne le dis pas pour me vanter, ni pour établir des références. Je le dis parce qu'il est important de comprendre que je connais les instruments comme on connaît des choses que l'on a tenues entre ses mains pendant des décennies. Je connais leur poids, leur température, le son spécifique que chacun fait quand on l'accorde et quand on le désaccorde, la manière dont le vernis vieillit et la manière dont le bois réagit au climat. J'ai eu entre les mains des violons du XVIIIe siècle et des violons fabriqués la semaine précédente, et je peux te dire des différences qui ne sont écrites dans aucun manuel, mais dans le bout de mes doigts. Avec cette expérience, je suis arrivé à la foire des instruments de San Telmo un samedi de mars, sans aucun plan particulier autre que de regarder, et je suis rentré chez moi avec le guarneri. Ainsi, je l'ai appelé depuis le début, bien qu'il ne s'agisse pas d'un guarneri. Il était impossible que ce soit un guarneri. Un instrument de cette maison vaut ce que je ne gagnerais pas en plusieurs années de travail, et ce que l'homme qui le vendait me demandait était une somme que je pouvais payer sans que ma main tremble. Mais il avait quelque chose dans le bois qui me rappelait les guarneris que j'avais eu la chance de voir de près durant mes années d'études. Une profondeur dans le ton du vernis, une asymétrie dans les F qui semblait faite par quelqu'un qui comprenait que l'imperfection calculée est son propre type de perfection. Je demandais au vendeur d'où il venait. Il dit qu'il l'avait reçu en partie paiement de quelque chose, qu'il ne connaissait pas son histoire, que si je voulais je l'achetais et sinon je le laissais. Je l'ai acheté.
L'homme ne m'a pas donné de boîte. Le violon était enveloppé dans un tissu sombre et doux du genre utilisé pour les vieux instruments. Je l'ai déballé là même pour l'examiner. Le bois était en bon état, les chevilles répondaient bien, le chevalet était légèrement tordu, mais c'était un ajustement mineur. Il y avait quelque chose à l'intérieur. Je l'ai vu en inclinant l'instrument vers la lumière, un papier, plié, coincé derrière la barre d'harmonie. J'ai essayé de le sortir avec mes doigts sans y parvenir. Le vendeur, qui m'avait déjà oublié, m'a regardé un instant lorsque je l'ai incliné. Je lui ai demandé s'il savait ce que c'était ce papier. Il a dit « Je ne l'ai pas sorti. Vous faites ce que vous voulez. » J'ai ramené le violon chez moi. Cette nuit-là, avec une bonne lumière et une pince longue de horloger, j'ai sorti le papier. C'était un document, écrit à la main, dans une écriture que je reconnaîtrais comme étant du début du XXe siècle, sinon avant, en espagnol avec quelques mots qui ne sont plus utilisés ou qui sont utilisés différemment. Il n'avait pas de date. Il était signé d'un nom que je ne vais pas répéter ici parce qu'il y a des choses que j'ai apprises qu'il vaut mieux ne pas répéter ni écrire. C'était une sorte de déclaration, que l'auteur, le signataire, cédait quelque chose à l'instrument. Ces mots étaient confus par moments, mais le sens général était celui-ci, une remise, quelque chose donné en échange de quelque chose reçu. Les dernières lignes disaient « Et celles-ci, je les copie avec exactitude parce que je les ai gravées. Ce qui vit dans le bois est à moi tant que je vis. Quand je ne serai plus là, c'est à vous. Que celui qui le touche sache qu'il n'est pas seul. » J'ai gardé le papier. Je me suis dit que c'était une curiosité historique, le genre de choses qu'un musicien excentrique d'un autre siècle avait glissé à l'intérieur de son instrument comme déclaration artistique ou comme blague privée. Je suis allé me coucher. Cette nuit-là, j'ai rêvé de musique. Ce n'était pas une mélodie que je connaissais ou que j'avais composée. C'était quelque chose qui venait de l'extérieur du rêve, si cela a du sens. Une musique que j'écoutais mais que je ne jouais pas, qui arrivait de quelque part derrière les images du rêve comme une piste audio séparée. C'était magnifique, il faut le dire. D'une manière qui me générait quelque chose entre l'admiration et le malaise, comme la beauté de certaines choses que l'on devine ne pas devoir trouver belles. Je me suis réveillé à 3 heures du matin. L'appartement était silencieux. Je me suis servi de l'eau dans la cuisine et en revenant dans la chambre, je suis passé par le salon où j'avais laissé le violon sur la table de la salle à manger. Je me suis arrêté. Le violon était au même endroit où je l'avais laissé, mais les chevilles étaient dans des positions différentes. Pas toutes, seulement 2, celles du mi et du la. Je les avais accordées cet après-midi et maintenant elles étaient déplacées, pas beaucoup mais suffisamment pour que l'accord soit légèrement altéré. Je me suis dit que les changements de température nocturne pouvaient déplacer les chevilles d'un instrument ancien. C'est vrai que cela arrive. Je me suis dit que c'était ça. Je suis retourné au lit, j'ai fermé les yeux, et j'ai entendu pendant peut-être 2 secondes, depuis le salon, une note. Juste une, longue, soutenue, dans le registre du mi. Je suis resté immobile pendant plusieurs minutes. Pas répété, juste cette note, suspendue dans le silence de l'appartement, et puis rien. Le lendemain, j'ai appelé ma fille Rebecca. Elle vit seule à quelques pâtés de maison de mon appartement et nous travaillons souvent ensemble. Elle comme pianiste, moi comme violoniste, dans de petits ensembles et des événements privés. Je lui ai parlé du nouveau violon, du papier à l'intérieur, de la note de la nuit. Elle m'a écouté avec ce mélange d'affection et d'impatience qu'elle utilise quand elle pense que je fais du drame. Elle m'a dit que la note était probablement une contraction du bois, que les vieux papiers à l'intérieur des instruments étaient plus courants qu'il n'y paraissait, et que si l'instrument sonnait bien, il fallait en profiter. Je lui ai donné raison. Nous avons raccroché. Mais j'ai commencé à jouer du violon cet après-midi-là et ce qui en est sorti m'a arrêté. C'était parfait. Et cela, pour quelqu'un qui joue depuis plus de 4 décennies, a une signification spécifique. Ce n'est pas que je joue mal, ce n'est pas de la fausse modestie, mais il y a un niveau de technique où l'on connaît exactement les limites de ses propres mains, ce qu'on peut produire et ce qu'on ne peut pas. Et ce jour-là, avec cet instrument, je produisais quelque chose qui dépassait mes limites habituelles. Des passages qui me coûtaient normalement étaient exécutés avec une fluidité qui n'était pas la mienne. Des nuances que j'ai mis des années à développer arrivaient toutes seules, sans y penser. C'était comme si l'instrument savait où je voulais aller avant même que je ne le décide. J'ai joué pendant 3 heures d'affilée. Quand je me suis arrêté, j'ai réalisé que je ne m'étais pas arrêté par fatigue, mais parce que quelque chose à l'intérieur de l'instrument, ou de moi, ou des deux, avait décidé que c'était suffisant pour ce jour-là. Cette sensation,
celle que la décision n'était pas entièrement la mienne, a été la première à me provoquer un réel et durable malaise. Au cours de la semaine suivante, j'ai joué tous les jours. La musique qui en sortait restait extraordinaire. J'ai commencé à composer des pièces qui me surprenaient en les jouant, comme si je les recevais plutôt que de les créer. En 30 ans de composition, je n'avais jamais vécu quelque chose de tel avec autant de constance. Une musique qui arrivait complète, sans le travail de construction que cela implique normalement, sans les versions, les corrections et les rejets. Elle arrivait simplement, et elle était bonne. Elle était meilleure que tout ce que j'avais fait auparavant. Mais l'appartement commençait à se sentir différent. Il est difficile de décrire avec précision. Ce n'était pas que quelque chose avait changé physiquement. Les meubles étaient à leur place, la température était normale, il n'y avait pas d'odeur étrange ni de bruit. C'était quelque chose de plus dans l'ambiance, dans la qualité de l'air, comme quand on entre dans une pièce où deux personnes viennent d'avoir une conversation tendue et sont déjà parties. Le meuble est là, la chaise est là, mais quelque chose de l'échange persiste dans l'espace. C'est ainsi que se sentait mon appartement, comme s'il y avait toujours quelqu'un qui venait de partir ou qui était sur le point d'entrer. Celso, mon voisin du dessous, a sonné à ma porte un mardi matin. C'était un homme d'environ 60 ans, à la retraite, calme, du genre de voisin que l'on a pendant des années sans connaître son nom et que l'on découvre ensuite être la personne la plus raisonnable de l'immeuble. Il m'a dit qu'il voulait me dire quelque chose mais qu'il ne savait pas comment je le prendrais. Je lui ai dit de le dire. Il m'a dit que la nuit précédente, vers 2 heures du matin, il avait entendu de la musique, du violon, venant de mon appartement. Et que c'était magnifique, a-t-il précisé. Il ne se plaignait pas du bruit, mais il voulait savoir si j'allais bien car il y avait quelque chose dans cette musique qui l'avait empêché de dormir, non pas à cause du volume, mais à cause de la sensation que cela lui donnait, comme écouter quelque chose qu'on ne devrait pas écouter. Je lui ai dit que je n'avais pas joué la nuit précédente, que je m'étais couché à 11 heures et que je ne m'étais pas levé. Celso m'a regardé un moment puis a dit « Alors peut-être que c'était autre chose ». Il n'a pas précisé ce qu'il voulait dire par là et est parti. Cette nuit-là, j'ai mis le violon dans l'étui que j'avais acheté pour lui et j'ai soigneusement fermé la fermeture avant de le placer au fond du placard de la chambre. Je me suis dit que j'avais besoin de l'éloigner quelques jours, que peut-être je passais trop d'heures à jouer et que cela affectait ma perception des choses. Je me suis couché tôt. À 2 heures moins le quart du matin, la musique m'a réveillé. C'était le violon. Je l'ai reconnu immédiatement parce que c'était mon instrument, mon son, et parce que la pièce qu'il jouait était l'une de celles que j'avais composées cette semaine-là. L'étui était fermé. Je l'ai entendu avec une clarté totale depuis la chambre, l'archer sur les cordes, les nuances, les changements de position. C'était parfait. La même perfection que je produisais quand je le jouais le jour, mais avec quelque chose de supplémentaire que je n'ai su nommer que plus tard. Un élément dans le son qui n'était pas technique, mais d'une autre nature. Comme si quelqu'un jouait avec une émotion que le corps humain ne produit pas exactement. Je me suis levé, j'ai ouvert le placard. La boîte était fermée, la musique continuait. J'ai ouvert la boîte. Le violon était là, immobile, avec l'archet à côté. La musique s'est arrêtée au moment exact où j'ai ouvert la boîte. Pas à la fin d'une phrase, pas avec une cadence, au milieu d'une note. Je me suis assis sur le sol de la chambre avec la boîte ouverte devant moi pendant un moment que je ne savais pas évaluer. Puis, j'ai appelé Rebecca. Il était 2 heures du matin. Elle a répondu effrayée parce que je n'appelle jamais à cette heure-là. Je lui ai dit que j'avais besoin qu'elle vienne. Elle a demandé ce qui se passait. Je ne savais pas quoi lui dire exactement. Je lui ai dit « Le violon joue tout seul ». Il y a eu un silence de l'autre côté de la ligne, puis elle a dit « J'arrive ». Rebecca est arrivée en 20 minutes. Elle a vérifié la housse, a vérifié le violon, a vérifié l'appartement avec ce mélange d'inquiétude et de scepticisme qu'elle a. Elle n'a rien entendu cette nuit-là. Elle est restée jusqu'à 4 heures du matin et est partie convaincue que j'avais rêvé la musique ou que le son venait d'un autre étage de l'immeuble. Je lui ai dit que ça allait. Je suis resté seul. J'ai passé les jours suivants à essayer de documenter ce qui se passait. J'ai enregistré avec mon téléphone pendant plusieurs nuits. Dans 3 des enregistrements, il y a quelque chose. Pas de musique complète, mais des notes isolées, brèves, du genre que l'on produirait si l'on passait l'archet avec très peu de pression sur les cordes. Mais l'archet était dans l'étui. Je l'ai vérifié tous les matins. L'étui toujours fermé, le violon toujours à l'intérieur.
Les rêves ont également commencé à devenir plus intenses. Ce n'était plus seulement la musique de fond. Maintenant, il y avait une figure dans les rêves, toujours à la périphérie, toujours de dos ou de profil, jamais de face. Elle portait des vêtements sombres d'une autre époque. Elle avait un violon sous le bras. Et dans les rêves, je savais, avec cette certitude irrationnelle des rêves, que cette figure avait été le précédent propriétaire de l'instrument. Pas le vendeur de la foire, le véritable propriétaire, le signataire du papier. Je suis allé voir le père Ignacio. Je ne suis pas pratiquant. Ma relation avec l'Église est celle de quelqu'un qui est allé à la messe enfant et qui s'est ensuite éloigné sans drame ni rancœur. Mais le père Ignacio était un prêtre âgé que je connaissais depuis des années à travers un ami commun et qui avait la réputation d'être quelqu'un qui écoutait sans juger les histoires que d'autres prêtres rejetaient. Je suis allé à son église un mercredi après-midi et je l'ai trouvé en train de ranger des livres dans la sacristie. Je lui ai demandé un moment. Il me l'a accordé. Je lui ai tout raconté. Le papier à l'intérieur du violon, le texte de la déclaration, la musique nocturne, les rêves, la silhouette. Le père Ignacio a écouté sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai terminé, il a fermé le livre qu'il tenait entre ses mains et m'a demandé « Avez-vous joué de cet instrument après avoir lu le papier ?» Je lui ai dit que oui. Il a hoché lentement la tête, comme si cela confirmait quelque chose qu'il soupçonnait déjà. Il m'a dit que ce que je décrivais avait des caractéristiques de ce que certaines traditions appellent un lien d'invocation par objet. Quelqu'un avait fait un pacte qui liait une présence à cet instrument, avec des conditions spécifiques de transfert, et en touchant le violon, j'avais activé ce lien sans le savoir. Il m'a dit que ce n'était pas nécessairement une présence maligne, que ce type de pacte était parfois fait pour des raisons que le signataire considérait comme légitimes, souvent liées au talent, au désir de continuer quelque chose au-delà de la mort, mais qu'un lien ainsi avait des conséquences qui s'accumulaient avec le temps, que la présence commençait à prendre de l'espace, que l'objet devenait une porte toujours entrebâillée. Je lui ai demandé ce que je pouvais faire. Il réfléchit un moment. Puis il me demanda si j'avais le papier. Je lui dis que oui, que je l'avais gardé. Il me dit d'apporter le papier et le violon, qu'il y avait un moyen de fermer ce lien, qui impliquait une bénédiction de l'instrument et la destruction du papier, mais que pour que cela fonctionne, je devais prendre une décision, que si nous fermions le lien, l'instrument redeviendrait juste un instrument, que la perfection que j'avais expérimentée en y jouant disparaîtrait avec sa présence. Cette partie m'a coûté plus que je ne l'attendais. Passer une semaine à jouer avec cette qualité, à produire cette musique, avait laissé une marque. C'était comme avoir goûté quelque chose et savoir qu'en le rendant, tu n'allais pas oublier le goût. Je dis au père Ignacio que j'avais besoin d'y réfléchir. Il dit qu'il comprenait, mais qu'il ne fallait pas que j'attende trop, que les liens de ce type avaient tendance à se renforcer avec le temps. Je suis retourné à l'appartement. Je me suis assis devant le boîtier fermé pendant un long moment. J'ai pensé à celui qui avait signé le papier, à ce qu'il avait voulu, que sa musique continue, que ce qui vivait dans le bois ne meure pas avec lui. J'ai pensé qu'en un sens, il avait réussi, que j'avais joué sa musique, que je l'avais entendue dans mes rêves, que d'une certaine manière, il avait réussi à faire en sorte que quelqu'un d'autre la reçoive. Mais j'ai aussi pensé à Celso, qui n'avait pas pu dormir, à Rebecca qui était venue effrayée à 2 heures du matin, aux nuits que j'avais passées éveillé à écouter, à la sensation que mon appartement avait un occupant que je n'avais pas invité. Je suis allé voir le père Ignacio le lendemain avec le papier et le violon. Le processus semblait simple en apparence. Une prière, de l'eau bénite sur l'instrument, le papier brûlé dans un bol en métal pendant que le père Ignacio récitait quelque chose en latin que je n'ai pas pu suivre. Cela a duré peut-être 20 minutes. Le papier a mis du temps à brûler. La flamme s'allumait et s'éteignait plusieurs fois avant de se maintenir. Ce que le père Ignacio a observé sans commentaire, mais avec une attention visible. Lorsque le papier a fini de brûler, il m'a rendu le violon, m'a dit de prendre soin de lui, que c'était un bel instrument et que si je remarquais quelque chose à nouveau, je devais le lui faire savoir. Je suis retourné à l'appartement. Cette nuit-là, j'ai dormi sans rêve, ou s'il y en a eu, je ne m'en souviens pas. L'appartement se sentait différent. Ce résidu de présence que j'avais appris à reconnaître n'était plus là. C'était simplement mon appartement, avec le silence normal d'un 5e étage au petit matin et le trafic lointain de l'avenue. Le lendemain, j'ai pris le violon et j'ai joué. C'était un bon instrument, meilleur que la plupart de ceux que j'ai eus. Mais c'était juste ça, un instrument.
La perfection surnaturelle de la semaine précédente n'était pas là. Mes mains étaient de mes mains, avec leurs limitations connues, et leurs techniques construites au fil des décennies. J'ai joué pendant 1 heure et ce qui est sorti était bon, solide, à moi. Je suis resté à regarder le violon quand j'ai terminé, avec un sentiment que j'ai mis du temps à identifier, mais que je ne pouvais finalement décrire que comme un deuil. Un petit deuil, privé, un peu absurde, pour quelque chose que je n'aurais jamais dû vouloir conserver. Je garde encore le violon, je joue avec lors de certains concerts. Personne ne remarque de différence avec mes autres instruments. Et je joue bien, comme j'ai toujours joué, comme j'ai appris à jouer pendant 40 ans. Mais parfois, très rarement, lors des nuits d'hiver quand l'appartement devient complètement silencieux, je crois entendre quelque chose. Pas de musique, juste une présence dans l'air brève, comme quelqu'un qui passe dans un couloir sans s'arrêter. Et je ne sais pas si c'est un écho de ce qui était là, ou si le père Ignacio avait raison en disant que ce que nous avons fait était suffisant pour fermer la porte, ou s'il y a des portes qui peuvent être fermées mais pas complètement scellées. C'est ce que j'ai à raconter. Le violon va bien, je vais bien. Et cette musique que j'ai reçue cette semaine, cette musique qui arrivait sans être demandée, je l'ai toute écrite avant de le rendre. Elle est gardée dans mon carnet. Je la joue de temps en temps avec mes mains et mes limites et sans l'aide de personne. Je suppose que je devais bien me raccrocher à quelque chose. Fin du témoignage de Marcos. Il m'a dit en fermant son message que le carnet avec ses compositions existe vraiment, et qu'un jour peut-être il les enregistrera, et que quand il le fera, il ne pourra pas s'empêcher de penser à qui les a réellement composés. Ce qui me reste le plus de son histoire, c'est cette question qu'il se pose lui-même à la fin. S'il y a des portes qui se ferment complètement, ou s'il reste toujours une fente. Je n'ai pas de réponse à cela. Mais si jamais tu as eu un objet que tu as senti porter quelque chose de plus que son poids physique, j'aimerais que tu me le racontes dans les commentaires. Chaque histoire que vous partagez me rappelle qu'il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas nommer. Repose-toi bien ce soir. On se parle bientôt. Cette histoire m'a été envoyée par un follower nommé Sébastien, qui travaillait comme opérateur technique dans une station de radio à Rosario, en Argentine. Ce qu'il m'a raconté sur ses dernières nuits dans cette station m'a empêché de dormir pendant des jours. Si vous avez également une expérience liée à des transmissions étranges, des voix qui ne devraient pas être là, ou des messages qui viennent de nulle part, j'aimerais beaucoup que vous partagiez cela dans les commentaires. Parfois, la technologie capte des choses auxquelles nous ne sommes pas préparés à entendre. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans une cabine de radio aux premières heures du matin, où Sébastien a découvert que toutes les voix transmises ne proviennent pas des vivants. Je m'appelle Sébastien et pendant 4 ans, j'ai travaillé comme opérateur technique de nuit à Radio Milenio FM, une petite station à Rosario. C'était un travail solitaire mais bien payé. Mon service commençait à minuit et se terminait à 6 heures du matin. Pendant ces heures, j'étais le seul employé dans tout le bâtiment. La station occupait le 3e étage d'un vieux bâtiment au centre-ville. Aux étages inférieurs, il y avait des bureaux vides qui étaient habituellement loués mais qui étaient inoccupés depuis des années. Le propriétaire du bâtiment vivait à Buenos Aires et venait rarement à Rosario. Fondamentalement, après minuit, ce bâtiment de 5 étages était entièrement à moi. Mon travail était simple. Superviser la transmission automatisée pendant la nuit, m'assurer qu'il n'y ait pas de défaillance technique, modifier la programmation selon l'horaire établi et répondre à toute urgence. La plupart du temps, j'étais seul dans la cabine de contrôle, entouré d'écrans, de mélangeurs audio et du doux bourdonnement constant des équipements. J'aimais ça. Je suis naturellement introverti. La solitude ne me dérangeait pas. J'apportais mon ordinateur portable, regardais des séries, lisais. Parfois je somnolais lorsque la programmation était stable. C'était un travail facile. C'était jusqu'en octobre 2022. La nuit du 12 octobre, je suis arrivé à mon poste comme d'habitude. Le speaker du service du soir, Mathias, était en train de terminer son émission en direct. Il m'a salué d'un geste en parlant dans le micro, et 5 minutes plus tard, il est parti, me laissant seul. J'ai activé la programmation nocturne automatisée, un mélange de musique douce, quelques émissions préenregistrées d'interviews et des pauses publicitaires occasionnelles. Je me suis installé dans ma chaise pivotante avec mon café et j'ai ouvert mon ordinateur portable.
Tout s'est déroulé normalement jusqu'à environ 1h30 du matin. J'étais en train de regarder une vidéo lorsque j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur l'un des vumètres audio. Il y avait un pic de volume qui ne devrait pas être là. La programmation à ce moment-là était de la musique instrumentale douce, sans voix. Mais le vumètre montrait une activité vocale. Je fronçais les sourcils et augmentais le volume des moniteurs de la cabine pour écouter la transmission en direct. La musique instrumentale jouait normalement, mais en dessous, très doucement, presque imperceptible, il y avait autre chose. Une voix, ou plutôt un murmure, comme si quelqu'un chuchotait sous la musique. J'ai vérifié tout l'équipement. Aucun microphone n'était actif. Le signal venait directement des fichiers audio préenregistrés. Il ne devrait y avoir aucune voix. J'ai augmenté le volume du canal spécifique en l'isolant. Le murmure est devenu plus clair. C'était définitivement une voix masculine, parlant d'un ton bas, urgent, mais je ne pouvais pas distinguer les mots. J'ai vérifié les niveaux de toutes les sources audio. Tout était normal. Il n'y avait aucune interférence de fréquences externes. La voix était simplement là. Après environ 5 minutes, elle a disparu. La musique a continué normalement. Je pensais qu'il s'agissait probablement d'une interférence étrange. Parfois, les ondes radio captent des choses insolites, des conversations de radio-amateurs, des signaux de taxi, n'importe quoi. J'ai noté l'incident dans le registre technique et j'ai poursuivi mon service. Mais à 3 heures du matin, cela s'est reproduit. Cette fois, j'étais plus vigilant. Le niveau audio montrait une activité vocale et j'ai immédiatement isolé la chaîne. La voix était là à nouveau, mais cette fois, elle était plus forte, plus claire, et elle parlait en espagnol. Pouvez m'entendre? Quelqu'un peut m'entendre? S'il vous plaît. J'ai besoin que quelqu'un m'écoute. La peau m'a hérissé. J'ai attrapé les écouteurs et je me les suis mis, augmentant le volume autant que possible. La voix est devenue parfaitement audible, bien qu'encore en dessous de la musique de fond. Je suis piégé. Je ne sais pas où je suis. Tout est sombre. Il fait si froid. Quelqu'un peut-il m'entendre? S'il vous plaît, dites que vous pouvez m'entendre. Mon cœur battait vite. Ce n'était pas une interférence normale. Cette voix semblait désespérée, réelle. J'ai saisi le microphone de la cabine. Techniquement, je ne devais pas interrompre la programmation, mais cela ressemblait à une urgence. Bonjour, je vous écoute. Où êtes-vous? Avez-vous besoin d'aide? La voix s'est arrêtée immédiatement. Silence total, sauf la musique de fond. J'ai attendu 30 secondes, 1 minute, puis la voix est revenue, mais cette fois elle semblait différente. Surprise. M'as-tu entendu? M'as-tu vraiment entendu? Oui, je vous écoute. Qui êtes-vous? Où êtes-vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis quelque part dans l'obscurité. Je ne vois rien. Je ne peux pas bouger. Je peux seulement parler, mais personne ne m'écoute jamais. Tu es le premier. Le premier en des années. Des années? Que veux-tu dire par là? Je suis ici depuis si longtemps, à parler, à crier, et personne ne m'écoute. Personne ne répond. Je pensais que j'étais seul. Je pensais que j'étais le seul. Quel est le seul? Je ne comprends pas. Es-tu blessé? As-tu besoin que j'appelle quelqu'un? La voix laissa échapper quelque chose entre un rire et un sanglot. Il est déjà trop tard pour appeler quelqu'un. Pour moi, il est déjà trop tard. Mais toi, tu peux écouter. Cela signifie que tu es spécial, ou que tu seras bientôt ici avec moi. Un frisson me parcourut la colonne vertébrale. Que veux-tu dire par là? Cet endroit, ce bâtiment, est plein de voix, tous piégés, tous parlant. Mais personne n'écoute, seulement la radio. La radio nous écoute, la radio nous capture. Cela n'a pas de sens. Qui es-tu? Donne-moi ton nom. Il y eut une longue pause. Puis, je m'appelais Fernando. Fernando Castillo. Je travaillais là-bas, dans cette station, il y a longtemps. Le nom me semblait vaguement familier, comme si je l'avais déjà entendu, mais je ne me souvenais pas où. Fernando, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne m'en souviens pas complètement, juste des fragments. Je travaillais de nuit, comme toi, tout seul dans le bâtiment. J'ai entendu quelque chose dans les transmissions, une voix demandant de l'aide, comme moi maintenant. Et je suis allé enquêter, je suis allé au sous-sol. Et alors, la voix s'est coupée. La musique a continué normalement. Les niveaux des microphones audio sont revenus à la normale. Fernando, tu es toujours là? Fernando?
Rien. Il était parti. Je suis resté assis, avec les écouteurs encore sur la tête, le cœur battant sauvagement. Que venait-il de se passer? Était-ce une blague? Quelqu'un avait-il piraté notre signal? Mais le signal était crypté, et la voix avait répondu directement à mes questions en temps réel. Ce n'était pas un enregistrement. J'ai cherché sur Internet, Fernando Castillo Radio Milenio Rosario. Les résultats m'ont glacé le sang. Fernando Castillo avait été opérateur technique de nuit à Radio Milenio FM en 2003. Il avait disparu une nuit de novembre. Il est arrivé à son poste et n'en est jamais ressorti. Sa voiture était encore dans le parking le matin suivant, mais il avait disparu sans laisser de traces. La police a enquêté. Ils ont inspecté tout le bâtiment. Rien. Aucun signe de lutte, pas de sang, aucune piste. Fernando s'était simplement évaporé. L'affaire s'est refroidie. Elle n'a jamais été résolue. Fernando Castillo était toujours officiellement porté disparu, et je venais de parler avec lui, ou avec quelque chose qui prétendait être lui. J'ai regardé l'horloge. Il était 3h20 du matin. Il restait encore presque 3 heures avant la fin de mon service. 3 heures seul dans ce bâtiment. Non, pensez. Je ne vais pas rester ici. Je vais appeler le directeur, signaler une urgence technique et partir. Mais avant que je puisse prendre mon téléphone, toutes les lumières du studio se sont éteintes. L'obscurité était totale, absolue. Les seules sources de lumière étaient les petites LED des équipements, créant une lueur fantomatique verte et rouge dans l'obscurité. Merde, ai-je murmuré. J'ai tâtonné pour trouver mon téléphone et ai activé la lampe de poche. Le faisceau a coupé l'obscurité, révélant la cabine exactement comme elle était. Rien n'avait changé, mais le silence était oppressant. Et puis j'ai entendu quelque chose qui a glacé mon sang. Des pas, venant du couloir extérieur. Quelqu'un marchait dehors, devant la cabine. Tape, 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 tape. Des pas lents, lourds, s'approchant de la porte. La porte de la cabine était en verre. J'ai pointé ma lampe vers elle. Il n'y avait personne dans le couloir. Mais les pas continuaient. Tape, 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 de plus en plus près. Et alors ils se sont arrêtés. Juste devant la porte. J'ai retenu mon souffle. Ma lampe de poche tremblait dans ma main, illuminant la porte vide. Alors, lentement, la poignée a commencé à tourner. Il n'y avait personne qui la touchait. Elle tournait simplement toute seule, centimètre par centimètre. « Éloignez-vous !» ai-je crié. « Quoi que tu sois, éloigne-toi !» La poignée a cessé de bouger. Et alors j'ai entendu la voix à nouveau. Mais cette fois, elle ne venait pas des équipements audio. Elle venait du couloir, juste de l'autre côté de la porte. J'ai dit que tu serais bientôt là avec moi. Je ne mentais pas. Je ne suis pas Fernando. Je ne suis pas toi. Laisse-moi tranquille. Je ne suis pas seul, Fernando. Nous sommes nombreux. Tous ceux qui ont disparu ici. Tous ceux qui ont entendu les voix. Tous piégés. Et maintenant tu nous as entendus. Maintenant tu es connecté. Maintenant tu fais partie de ça. Non! Je ne fais partie de rien. Un rire. Plusieurs voix riant en chœur. Certaines masculines, d'autres féminines. Toutes glacées, vides d'humanité. Le sous-sol, va au sous-sol. C'est là que tout a commencé. C'est là que nous sommes. Viens avec nous. Rejoins-nous. Je ne vais aller dans aucun putain de sous-sol. Alors tu ne comprendras jamais. Tu ne te libéreras jamais. Les voix te suivront. Chaque transmission, chaque fréquence. Tu nous entendras toujours. À moins que tu ne viennes. À moins que tu ne vois la vérité. Les lumières s'allumèrent soudainement. Le couloir était vide. Les équipements recommencèrent à fonctionner normalement. La programmation continuait comme si de rien n'était. Mais je savais que quelque chose avait changé. Je pouvais le sentir. Les 3 jours suivants furent un cauchemar. Chaque nuit où je travaillais, les voix revenaient. Pas seulement celles de Fernando. Il y en avait d'autres. Des dizaines d'autres voix. Toutes chuchotant, toutes parlant en même temps. Toutes sous la musique, sous les programmes, toujours là. J'ai essayé de les ignorer. J'ai essayé de baisser le volume des moniteurs, d'utiliser des bouchons d'oreilles. Mais peu importait. Je les entendais de toute façon, dans ma tête, comme si elles s'étaient installées dans mon esprit. Et toutes disaient la même chose. Va au sous-sol. Le 4e jour, je n'en pouvais plus. Je devais savoir. Je devais comprendre ce qui se passait. À 2 heures du matin, j'ai pris une grande lampe de poche, j'ai quitté la cabine de contrôle et je suis descendu les escaliers vers le sous-sol. Le bâtiment avait 2 sous-sols. Le premier était relativement normal.
Zone de stockage, salle de maintenance, l'ancien chauffe-eau. Mais il y avait une porte au fond qui menait au deuxième sous-sol. Une porte en métal rouillée avec un vieux cadenas. La cadenas était ouverte. Elle ne devrait pas être ouverte. Personne ne descendait au deuxième sous-sol. Selon le directeur, il était scellé depuis des années à cause de problèmes d'humidité. J'ai poussé la porte lentement. Elle a grincé sur ses charnières rouillées. Derrière, il y avait un escalier en béton descendant dans l'obscurité absolue. Je suis descendu lentement. L'air devenait plus froid à chaque marche. Plus dense. Plus difficile à respirer. Le deuxième sous-sol était un espace vaste avec un plafond bas, des colonnes de soutien et des murs en briques nues. Ma lampe de poche révélait de vieilles boîtes, des meubles abandonnés, des câbles électriques suspendus au plafond. Et alors, j'ai vu quelque chose qui a fait que mon cœur s'est arrêté. Au centre du sous-sol, il y avait des équipements radio, des équipements anciens des années 60 ou 70, transmetteurs, récepteurs, antennes improvisées, tout connecté de manière chaotique avec des câbles qui s'entrelaçaient comme une toile d'araignée. Et les équipements étaient allumés, les voyants clignotaient, les jauges de signal bougeaient, quelque chose diffusait. Je m'approchais lentement. Il y avait un vieux microphone au centre de l'installation, et il était actif. La lumière rouge, en direct, brillait faiblement. Alors j'entendis des voix, toutes les voix, provenant des équipements, des dizaines, peut-être des centaines de voix, toutes parlant en même temps, toutes piégées dans cette transmission perpétuelle, toutes répétant des fragments de conversation, des cris, des supplications, des rires, un chaos absolu de sons humains distillés dans leur forme la plus pure et la plus effrayante. Et j'ai compris, quelqu'un avait construit cela, il y a des décennies, une expérience, une tentative de capturer quelque chose, des voix, des âmes, des consciences, je ne sais pas, mais ça fonctionnait. D'une manière horrible, ça fonctionnait. Et chaque personne qui disparaissait dans ce bâtiment restait piégée là, dans cette transmission sans fin, leurs voix capturées, reproduites éternellement, filtrant à travers les fréquences radio, cherchant désespérément à être entendues. Fernando. Et bien d'autres avant lui. Une voix se démarqua parmi le chaos, celle de Fernando. Maintenant tu comprends. Maintenant tu vois. La seule façon de nous libérer est de le détruire. Détruis les équipements. Coupez la transmission. Libère-nous. Ma main tremblait alors que je m'approchais du panneau principal. Il y avait des interrupteurs, des câbles, des fusibles. Je pouvais simplement tout arracher, détruire l'installation. Mais alors, une autre voix parla. Plus vieille, plus profonde, plus effrayante. Si tu le détruis, tu nous libéreras. Mais tu mourras aussi. L'énergie contenue ici est immense. Une rétroaction, une explosion de fréquences. Elle te brisera l'esprit. Elle te tuera. Je suis resté paralysé, la main tendue vers les câbles. Mais si tu ne le fais pas, poursuivit la voix, il t'absorbera éventuellement. Comme il l'a fait avec nous. Tu es déjà connecté. Tu nous as déjà entendus. Ce n'est qu'une question de temps. Un piège. C'était un piège parfait. Le détruire me tuerait. Ne pas le détruire me condamnerait lentement. Alors j'ai eu une idée désespérée. Je ne le détruirai pas. Je le déconnecterai. Je couperai l'énergie progressivement, pas brusquement. Je démonterai le système pièce par pièce, permettant à l'énergie de se dissiper lentement. J'ai passé les 3 heures suivantes à travailler méthodiquement. J'ai débranché les câbles un par un. J'ai éteint les transmetteurs progressivement. J'ai démonté l'installation avec précaution, comme si je désactivais une bombe. Les voix criaient, imploraient, me maudissaient, me suppliaient de m'arrêter, me suppliaient de continuer. Un chaos d'opinions contradictoires. Mais j'ai continué, jusqu'à ce que finalement, le dernier transmetteur s'éteigne. La dernière lumière s'éteignit. Silence, silence complet pour la première fois en heures. Et alors, très doucement, j'ai entendu un soupir collectif, comme si des centaines de personnes avaient expiré leur dernier souffle en même temps. Et puis, rien. Je suis descendu du sous-sol à l'aube. Le bâtiment semblait différent, plus léger. Comme si un poids invisible avait été levé. Je n'ai jamais dit à personne ce que j'ai trouvé. Qui me croirait? J'ai simplement démissionné le lendemain, en invoquant des raisons personnelles. Radio Millennium a fermé 3 mois plus tard.
Des problèmes financiers, ont-ils dit. Mais je crois que le bâtiment n'avait simplement plus l'énergie sombre qui le maintenait actif pendant des décennies. Le bâtiment a été démoli l'année dernière. Maintenant, il y a un parking à sa place. Mais parfois, quand je passe en voiture là-bas tard dans la nuit, j'éteins la radio. Parce qu'occasionnellement, très occasionnellement, j'entends encore des voix dans le statique entre les stations. Des voix qui murmurent « Merci ». Ou peut-être que ce n'est que mon imagination. Peut-être ont-ils été réellement libérés. Ou peut-être que certaines voix ne trouvent jamais le silence complet. Je ne sais pas. Et je préfère ne pas le découvrir. C'est ce que Sébastien m'a raconté. Il m'a dit qu'il n'a jamais repris le travail à la radio, qu'il a maintenant un emploi complètement différent, loin de tout type de transmission. Si cette histoire t'a autant marqué que moi, fais-le moi savoir dans les commentaires. Et si tu as déjà travaillé à la radio, à la télévision ou dans tout autre média et que tu as vécu quelque chose d'inexplicable, j'aimerais connaître ta version. Parfois, il est rassurant de savoir que nous ne sommes pas seuls dans ces expériences. Repose-toi bien, prends soin de toi, et on se retrouve bientôt pour la prochaine histoire. Cette expérience m'a été envoyée par un abonné de l'Équateur nommé Thomas, qui a vécu quelque chose d'inexplicable lors d'un camp d'été quand il avait 16 ans. Si jamais vous vous êtes perdu dans une forêt et que vous avez eu l'impression que quelque chose vous observait, que la forêt elle-même était vivante et consciente, faites-le moi savoir dans les commentaires. Ces histoires de lieux naturels qui semblent avoir une volonté propre me fascinent profondément. Ce que Thomas et ses amis ont trouvé dans cette forêt il y a 15 ans le hante encore. Et 3 des personnes qui étaient avec lui ce soir-là ne sont jamais redevenues les mêmes. Je m'appelle Thomas et j'ai 31 ans. Je vis à Quito, en Équateur, mais ce que je vais raconter s'est produit quand j'avais 16 ans, lors d'un camp d'été organisé par mon école dans une zone protégée des Andes équatoriennes. Ce fut la dernière fois que je suis entré dans une forêt la nuit, et après avoir entendu mon histoire, vous comprendrez pourquoi. En juillet 2008, mon école a organisé un camp d'1 semaine pour les élèves de terminale. C'était un programme de leadership et de connexion avec la nature. Nous étions 20 élèves, plus 3 professeurs superviseurs. Le lieu choisi était une réserve naturelle dans les montagnes, à environ 3 heures de Quito, avec une forêt nuageuse dense, des rivières cristallines et une biodiversité incroyable. Nous sommes arrivés un lundi après-midi. Nous avons établi le camp dans une grande clairière entourée d'arbres immenses couverts de mousse et de broméliacées. Il y avait quelque chose de magique dans cet endroit. L'air était frais et humide, sentait la terre et la végétation, et le son constant des oiseaux et de l'eau créait une symphonie naturelle. Les 2 premiers jours étaient parfaits. Nous avons fait des randonnées, appris sur la flore et la faune locale, et fait des exercices de travail en équipe. C'était amusant et éducatif, rien d'inhabituel. Mais mercredi soir, l'un des professeurs, M. Valdez, nous a raconté une histoire autour du feu de camp. C'était une tradition dans ces camps de raconter des histoires de terreur pour divertir les étudiants. M. Valdez était doué pour ces choses, il savait comment créer une atmosphère. « Savez-vous pourquoi cette zone est une réserve protégée ?» demanda-t-il en regardant les flammes. « Officiellement, c'est pour la biodiversité, pour protéger les espèces en danger. Mais il y a une autre raison. Une raison qui n'apparaît dans aucun document officiel. Nous nous sommes tous penchés en avant, intrigués. Monsieur Valdez avait notre attention totale. Il y a environ 50 ans, il y avait une petite communauté ici, pas plus de 30 familles. Ils vivaient de manière traditionnelle, en harmonie avec la forêt. Mais quelque chose s'est passé. Les détails sont confus, les histoires varient. Certains disent que c'était une épidémie. D'autres qu'il s'agissait d'un effondrement qui a enseveli le village. Et d'autres... Il marqua une pause dramatique. D'autres disent que les enfants du village ont simplement disparu une nuit. Les 20 enfants de moins de 12 ans, tous ont disparu en même temps sans laisser de traces. Et que leur est-il arrivé ? Demanda mon amie Daniela d'une voix tremblante. Ils ne se sont jamais retrouvés. Ils ont cherché pendant des mois. Ils ont fouillé chaque centimètre de la forêt. Rien. C'était comme si la terre les avait engloutis. Monsieur Valdez regarda vers la sombre forêt qui nous entourait. Les parents ont finalement quitté le village, anéantis par la perte. Le gouvernement a déclaré la zone comme réserve protégée et a interdit aux gens d'y vivre. Officiellement pour protéger l'écosystème, officieusement.
pour tenir les gens éloignés de ce qui a pu emporter ses enfants. Penses-tu que quelque chose dans la forêt les a pris? Demanda un autre étudiant, Carlos. Je ne sais pas quoi croire. Mais les gardes forestiers qui patrouillent en cette zone rapportent des choses étranges. Des voix d'enfants riant dans la nuit, des petites silhouettes se déplaçant entre les arbres. Et il y a une règle non écrite parmi les gardes, ne jamais, jamais suivre le son d'un enfant pleurant dans la forêt. Peu importe à quel point cela semble réel, ne le suis pas. L'histoire nous a laissés inquiets. Certains étudiants ont ri, disant que ce n'était qu'un conte pour nous effrayer. D'autres, comme moi, étions perturbés, regardant l'obscurité de la forêt qui nous entourait. C'est juste une histoire, a dit le professeur Rivera, un de nos superviseurs, pour vous divertir. Il n'y a rien à craindre dans la forêt, sauf de se perdre. C'est pourquoi nous avons la règle. Personne ne sort du campement la nuit sans un professeur. Compris? Nous avons tous hoché la tête. Et cela aurait dû être la dernière mention du sujet. Mais cette nuit-là, vers 2 heures du matin, quelque chose nous a réveillés, plusieurs d'entre nous. C'était un rire d'enfant, clair, joyeux, comme si quelqu'un jouait. Cela venait de la forêt. Je suis sorti de ma tente et j'ai vu que d'autres étaient également sortis. Carlos, Daniela, mon ami Miguel et 2 autres filles, Andrea et Fernanda. Nous regardions tous dans la direction d'où venait le son. « Vous entendez ça ?» a chuchoté Daniela. « Ce n'est qu'un animal, dit Carlos, mais sa voix manquait de conviction. Il y a des singes dans ces forêts qui font des sons qui ressemblent à des humains. » Mais ce n'était pas un rire de singe, c'était indéniablement humain. Et maintenant, il y en avait plus d'une. Plusieurs rires, superposés, comme s'il y avait un groupe d'enfants jouant dans la forêt sombre. « Nous devrions réveiller les professeurs, » suggéra Andrea. Mais alors, les rires se transformèrent en quelque chose de plus. Des chants, des voix d'enfants chantant une chanson que je ne reconnaissais pas. La mélodie était étrange, antinaturelle, avec des intervalles musicaux qui sonnaient mal, dissonants. « Venez jouer », chantèrent les voix. « Venez jouer avec nous. Nous sommes seuls. Venez jouer. » Quelque chose dans ces voix était magnétique. Je ressentis une impulsion presque irrésistible de marcher vers la forêt et de suivre ces voix. D'après l'expression sur les visages de mes amis, ils ressentaient la même chose. « Non », dis-je à voix haute, autant pour eux que pour moi-même. « Rappelez-vous ce que M. Valdez a dit, on ne suit pas les voix d'enfants dans la forêt. »« Mais et s'ils sont de vrais enfants ?» dit Miguel. « Et s'il y a un village à proximité et que les enfants jouent, à 2 heures du matin, au milieu d'une forêt sombre ?» répliqua Daniela. « Ça n'a pas de sens. » Mais Miguel était déjà en train de marcher vers le bord du camp. « Je vais juste regarder, je ne vais pas m'éloigner. »« Miguel, non !» l'ai-je appelé, mais il était déjà à la lisière des arbres, regardant vers l'obscurité. Et puis nous avons vu quelque chose qui nous a glacé le sang. Des lumières, de petites lumières brillantes se déplaçant entre les arbres, comme des lucioles mais plus grandes, plus brillantes. Et entre les lumières, des ombres de la taille d'enfants, courant, jouant, riant. « Venez !» appelèrent les voix. « Venez jouer, c'est amusant, vous ratez la meilleure partie. » Miguel a fait un pas vers la forêt, puis un autre. « Miguel !» ai-je crié. J'ai couru vers lui et l'ai attrapé par le bras. « Que fais-tu » Il m'a regardé avec des yeux vitreux, comme s'il était en transe. « Je dois y aller. Ils m'appellent. Je peux les entendre. Ils ont besoin de moi. » Entre Carlos et moi, nous avons réussi à le tirer de nouveau vers les tentes. Miguel luttait contre nous, criant de le laisser partir, que les enfants l'attendaient. Le bruit a réveillé les professeurs. Monsieur Valdez est sorti de sa tente et a rapidement évalué la situation. Il a vu Miguel se battre, les lumières dans la forêt, a entendu les voix chanter. Son visage a pâli. « Tous dans vos tentes, maintenant, et ne sortez pas, peu importe ce que vous entendez. »« Mais les voix, » a commencé à dire Andrea. « Elles ne sont pas réelles, » a coupé Monsieur Valdez avec fermeté. « Ou plutôt, elles ne sont pas ce qu'elles semblent être. Entrez dans vos tentes, fermez les zips, bouchez-vous les oreilles si nécessaire, mais ne sortez pas. » Nous sommes entrés dans nos tentes comme il nous l'a ordonné. Je partageais ma tente avec Carlos et Miguel. Miguel continuait à murmurer sur les enfants, sur le fait qu'il devait aller jouer avec eux. « Miguel, tu dois résister, lui ai-je dit. Quoi que ce soit là dehors, ce ne sont pas des enfants normaux. Souviens-toi de l'histoire. »« Mais ils sont si heureux, murmura Miguel. Je peux les sentir.
Ils veulent juste des amis, ils sont si seuls. Les voix continuèrent toute la nuit, chantant, riant, appelant. Les lumières dansaient entre les arbres. Et parfois, très clairement, nous pouvions voir les silhouettes des enfants, des dizaines d'entre eux, jouant dans la forêt sombre comme si c'était midi. Aucun d'entre nous ne dormit cette nuit-là. Nous restâmes éveillés, écoutant, résistant à l'envie de sortir. Miguel était le pire. Il fallut le retenir physiquement plusieurs fois lorsqu'il essayait de sortir de la tente. Quand le jour se leva enfin, les voix s'arrêtèrent. Les lumières s'éteignirent. La forêt redevint simplement une forêt normale. Les professeurs se réunirent avec nous après le petit déjeuner. Ils avaient l'air épuisés, inquiets. « Ce que vous avez entendu hier soir, commença M. Valdez, n'est pas la première fois que cela se produit. Cela arrive occasionnellement dans cette région. Nous ne savons pas exactement ce que c'est. Certains l'appellent phénomène acoustique, illusion causée par des conditions atmosphériques spécifiques. D'autres croient que c'est quelque chose de plus. Les enfants disparus, demandai-je. Sont-ils eux? Je ne sais pas. Mais la règle reste la même, ne les suis pas. Les gens qui ont suivi ces voies, certains ne reviennent jamais, d'autres reviennent mais changés, comme piégés dans une sorte de transe dont ils ne se remettent jamais complètement. Nous devrions partir, dit le professeur Rivera, faire nos valises et retourner à Quito. Mais M. Valdez secoua la tête. Si nous partons maintenant, si nous laissons cela nous effrayer, nous leur donnons du pouvoir. De plus, pendant la journée, ils sont complètement inoffensifs. Ils ne sont actifs que la nuit. Comment sais-tu autant de choses à ce sujet? Demanda Daniela avec suspicion. Monsieur Valdez hésita. Parce que j'étais dans un camp ici il y a 20 ans, et j'ai aussi entendu les voix, et j'ai vu ce qui est arrivé à ceux qui les ont suivis. Un lourd silence tomba sur le groupe. Finalement, nous avons décidé de rester, mais avec des précautions extrêmes. Cette nuit-là, nous dormirions tous dans une grande tente commune. Les professeurs feraient des rondes. Et personne, absolument personne, ne sortirait de la tente, peu importe ce qu'il entendait. Le jeudi s'est déroulé sans incident. Nous avons fait des activités pendant la journée, essayant de maintenir la normalité. Mais nous étions tous nerveux, regardant constamment vers la forêt, attendant que la nuit tombe. Quand il a finalement fait sombre, nous sommes tous entrés dans la grande tente. 20 étudiants plus 3 professeurs, tous entassés. C'était inconfortable, mais personne ne se plaignait. Il y avait de la sécurité dans les nombres. À minuit, cela a recommencé. Les rires, les chants, les lumières dansant entre les arbres. Mais cette fois, c'était différent. Les voix semblaient plus proches et plus insistantes. « Nous savons que vous êtes là », chantait-elle. « Nous pouvons les sentir, nous pouvons les ressentir. Pourquoi ne sortez-vous pas? Nous voulons juste jouer. » Puis ils ont commencé à nous appeler par nos noms, des noms qu'ils ne devraient pas connaître. « Miguel » appela une voix douce d'enfant. « Miguel, viens. Nous t'avons attendu. Nous te montrons des choses merveilleuses. » Miguel tremblait à mes côtés, se bouchant les oreilles. « Je ne peux pas. Je ne peux pas résister beaucoup plus. Ils veulent que j'y aille. »« Daniela » appela une autre voix. « Ton petit frère est ici. Il veut te voir. » Daniela sanglota. Son petit frère était mort 2 ans auparavant dans un accident. C'est impossible. Il ne peut pas être là. Andrea, Carlos, Fernanda, Thomas. Chacun de nos noms fut appelé, et avec chaque nom, la tentation de sortir grandissait de plus en plus. Et alors les voix changèrent de tactique. Elles commencèrent à sonner effrayées. « Veuillez nous aider », pleurait-elle. « Nous sommes perdus. Nous avons froid. Nous avons peur. S'il vous plaît, nous avons juste besoin que quelqu'un nous guide de retour. Il y a quelque chose dans la forêt qui nous poursuit, » cria une voix d'enfant avec une terreur authentique. « S'il vous plaît, adultes, aidez-nous. Il va nous attraper. » C'était déchirant. Chaque instinct humain criait que nous devions aider. Ceux étaient des enfants effrayés. Comment pouvions-nous rester là sans rien faire? Andrea se leva. « Je ne peux pas rester ici pendant que des enfants sont en danger. Je ne peux pas. » Le professeur Rivera l'a saisi. « Ce ne sont pas de vrais enfants. C'est un piège. »« Comment sais-tu ça ?» pleura Andrea. « Et s'ils sont réels et que nous les abandonnons ?»« Parce que j'ai déjà vu ça, » dit M. Valdez d'une voix fatiguée. « Il y a 20 ans, un élève est sorti pour aider les voix. Nous l'avons trouvé 3 jours plus tard au fond des bois. Il était vivant mais vide.
comme si quelque chose avait enlevé tout ce qui le rendait humain. Il n'a jamais reparlé. Il n'a jamais reconnu personne. Il a passé le reste de sa vie dans une institution mentale, chantant ces mêmes chansons que nous entendons maintenant. Nous sommes tous restés figés. Monsieur Valdez n'avait jamais raconté cette partie de l'histoire. Les voix ont continué toute la nuit. Suppliques, menaces, promesses, chaque tactique imaginable pour nous faire sortir. Certains étudiants pleuraient, d'autres priaient. Miguel a dû être sédaté avec des médicaments que le professeur Rivera a apportés pour les urgences car il était au bord d'une crise psychotique. Mais nous avons tenu bon. Personne n'est sorti. Et quand le jour s'est levé, la forêt est redevenue silencieuse. Nous y allons, déclara monsieur Valdez. Aujourd'hui, je ne vais pas risquer une autre nuit ici. Personne n'a argumenté. Nous avons emballé le campement en un temps record et avons commencé la marche de retour vers l'endroit où le bus nous attendait. Mais pendant que nous emballions, j'ai trouvé quelque chose qui m'a profondément perturbé. Devant notre tente, sur le sol, il y avait des empreintes de petits pieds, d'enfants, formant un cercle complet autour de l'endroit où nous avions dormi. Ils avaient été là, juste à l'extérieur, toute la nuit, attendant. Je ne l'ai dit à personne. J'ai juste pris une photo avec mon téléphone portable et me suis dépêché de suivre le groupe. Le chemin de retour devait prendre 3 heures, mais cela nous a pris presque 5. La forêt semblait différente. Les sentiers que nous avions utilisés pour entrer n'étaient en plus clairs. Nous nous sommes perdus plusieurs fois. C'était comme si la forêt ne voulait pas nous laisser partir. Et nous continuions à entendre des choses. Des rires lointains, des chants, de petits pas nous suivant mais toujours hors de vue. Finalement, quand le soleil commençait à se coucher et que nous commençons à paniquer à l'idée de devoir passer une autre nuit dans la forêt, nous avons trouvé le chemin. Nous sommes arrivés au bus, juste au moment où il faisait sombre. Je n'avais jamais été aussi heureux de voir la civilisation. Nous sommes tous montés dans le bus en silence, épuisés, traumatisés. Le voyage de retour à Quito a été silencieux. Personne ne parlait. Nous regardions tous par les fenêtres, espérant voir de petites silhouettes suivant le bus. Mais nous n'avons rien vu. Une fois sortis de la réserve, la sensation d'être observés a disparu. Quand nous sommes arrivés à l'école, nos parents nous attendaient, inquiets parce que nous arrivions en retard. Les professeurs leur ont dit qu'il y avait eu des complications logistiques, mais que nous allions tous bien. Mais nous n'allions pas bien, surtout Miguel. Dans les jours suivants, Miguel se détériora. Il cessa de manger, il cessa de dormir. Il ne faisait que s'asseoir à regarder par la fenêtre, murmurant sur les enfants qu'il appelait encore. Ses parents l'emmenèrent chez des médecins, des psychologues, des psychiatres. Personne ne pouvait l'aider. 1 mois après le camp, Miguel a disparu. Il est sorti de chez lui au milieu de la nuit et n'est jamais revenu. La police a cherché pendant des semaines. Ils ont finalement trouvé ses vêtements près de l'entrée de la même réserve où nous avions campé. Mais il n'a jamais été retrouvé. Je savais ce qui s'était passé. Il était revenu. Les voix l'avaient enfin convaincu. Il était revenu jouer avec les enfants de la forêt. Andrea et Fernanda ont également été affectés. Andrea a développé une phobie sévère des espaces ouverts, en particulier des zones avec des arbres. Fernanda a commencé à avoir des cauchemars constants sur des enfants qui la poursuivaient. Le reste d'entre nous a porté le traumatisme de différentes manières. Daniela a déménagé dans une autre ville et a coupé tout contact avec tous ceux qui étaient au camp. Carlos est devenu obsédé par l'étude du phénomène, cherchant des explications scientifiques ou historiques. Moi, j'essaie simplement d'oublier, mais je ne peux pas oublier complètement. Parce que parfois, surtout lors des nuits silencieuses, je peux les entendre. Faibles, lointains, mais là, les rires, les chants, et mon nom murmuré comme une invitation. J'ai enquêté sur les enfants disparus que monsieur Valdez avait mentionnés. J'ai trouvé des références dans des archives de vieux journaux. En 1957, 20 enfants d'une communauté rurale ont disparu au cours d'une semaine. Un par un, ils sortaient la nuit et ne revenaient jamais. Les recherches n'ont rien trouvé. Mais j'ai trouvé autre chose. Ce n'était pas le seul incident. Tous les 20 ou 30 ans depuis 1920, il y avait des rapports de disparition dans cette région. Toujours des enfants, toujours en groupe, toujours sans trace. Et les survivants, ceux qui étaient proches mais n'ont pas disparu, rapportaient tous la même chose. Des voix, des rires, des lumières dans les bois, des appels irrésistibles. C'est comme s'il y avait quelque chose dans cette forêt, quelque chose d'ancien, quelque chose qui collectionne des enfants, ou qui se nourrit d'eux.
ou qui les transforme en quelque chose d'autre. Je ne sais pas exactement ce que sont ces enfants que nous avons vus. S'ils sont les esprits des disparus, piégés et contraints d'attirer d'autres victimes, ou s'ils sont quelque chose de plus primordial, quelque chose qui existait avant qu'il y ait des humains dans ces forêts, quelque chose qui imite simplement la forme d'enfant parce qu'il a appris que c'est le meilleur piège. Ce que je sais, c'est qu'ils sont toujours là, en attente, jouant, chantant, cherchant de nouveaux compagnons pour leur jeu éternel. Et parfois je me demande, Miguel regrette-t-il, à un niveau conscient, piégé avec ces êtres, regrette-t-il d'avoir cédé à leurs appels? Ou est-il tellement perdu dans ce qu'ils sont maintenant qu'il ne se souvient plus de ce que c'était d'être humain? Je n'ai pas de réponse. J'ai juste des avertissements. Si jamais vous êtes dans une forêt la nuit et que vous entendez des voix d'enfants, si vous entendez des rires là où il ne devrait pas y avoir d'enfants, si vous voyez des lumières danser entre les arbres et de petites ombres jouer dans l'obscurité, ne les suivez pas. Peu importe à quel point cela semble réel. Peu importe à quel point les supplications sont convaincantes. Peu importe s'ils utilisent les noms de personnes que vous connaissez ou aimez. Éloignez-vous. Sortez de la forêt. Et ne regardez pas en arrière. Parce que les enfants de la forêt sont patients. Ils peuvent attendre. Et s'ils réussissent à attirer votre attention, s'ils parviennent à planter cette graine de curiosité ou de compassion dans votre esprit, ils ne vous laisseront jamais partir complètement. Ils seront toujours là, au fond de votre conscience, chuchotant, appelant, attendant le moment où votre volonté sera suffisamment faible, attendant que vous reveniez jouer avec eux, pour toujours. C'était l'histoire que Thomas m'a partagée. Miguel n'a jamais été retrouvé et est officiellement toujours porté disparu. Thomas m'a dit qu'il n'est jamais retourné camper et qu'il évite complètement les forêts denses. Il dit que les voix sont devenues plus faibles au fil des ans mais n'ont jamais complètement disparu. Si jamais tu as entendu quelque chose de similaire dans une forêt, des voix ou des rires qui n'avaient pas d'explication, laisse-le dans les commentaires. Ces histoires de lieux qui piègent les gens m'intéressent profondément. Si tu as aimé ce récit, abonne-toi pour plus d'histoires chaque semaine. Prends soin de toi et souviens-toi que toutes les voix dans la forêt ne sont pas ce qu'elles semblent être. On se retrouve la prochaine fois. J'ai reçu ce message il y a 3 semaines d'une abonnée nommée Isabelle, et je l'ai lu 2 fois avant de décider que je devais le raconter. Isabelle a 41 ans, vit au Chili, et ce qu'elle m'a raconté s'est passé quand elle était enfant, dans la maison de sa grand-mère à la campagne. Elle dit que pendant des décennies, elle a essayé de se convaincre que c'était un rêve, que la mémoire d'enfance exagère et déforme. Mais il y a un détail à la fin de son histoire qui ne lui permet pas de continuer à croire cela. Si toi aussi tu as un souvenir d'enfance que tu n'as jamais pu expliquer, raconte-le-moi dans les commentaires. Il y a quelque chose dans les peurs de notre enfance qui reste gravé d'une manière différente. Maintenant, écoute calmement. Voici l'histoire d'Isabelle. J'ai 41 ans et je ne peux toujours pas regarder un miroir recouvert sans sentir que mon estomac tombe au sol. C'est la première chose que je veux que vous compreniez. Je ne suis pas une personne qui s'effraie facilement. Je travaille comme infirmière depuis 15 ans. J'ai vu des choses dans les hôpitaux que la plupart des gens auraient du mal à traiter. Je suis pratique, direct, habitué à gérer des situations difficiles sans perdre la tête. Mais il y a une chose, juste une, qui me fait perdre complètement cette sérénité. Et cela vient de quand j'avais 9 ans, chez ma grand-mère Clotilde, à la campagne au sud du Chili. Je vais raconter depuis le début parce que si le contexte n'est pas compris, la partie importante n'a pas le poids qu'elle mérite. Ma grand-mère Clotilde était la mère de ma mère, et elle vivait seule dans une grande maison en bois à environ 40 km de la ville la plus proche. C'était une vieille maison, de celles construites pour durer, avec des murs épais et de petites fenêtres, et un long couloir qui donnait sur le jardin arrière où il y avait un potager et un poulailler. Ma grand-mère avait 70 ans quand j'en avais 9, et c'était une femme sérieuse, silencieuse, de peu de mots mais avec beaucoup de poids dans chacun d'eux. Elle n'était pas affectueuse au sens conventionnel, elle ne faisait pas de câlins ni ne disait « je t'aime », mais il y avait quelque chose dans sa présence qui se sentait comme une protection, comme quelque chose de solide sur quoi s'appuyer. Cet été-là, mes parents ont dû voyager pour le travail et m'ont laissé 3 semaines avec ma grand-mère Clotilde. Je ne me suis pas plaint.
J'aimais cette maison, j'aimais la campagne, j'aimais la liberté d'explorer le potager et les environs sans les restrictions de la ville. Ce que je n'aimais pas depuis la première fois que je l'ai visitée étant très petite, c'était la chambre du fond. La maison avait 5 chambres. Celle de ma grand-mère, 2 pour les visites, une que j'utilisais comme cave, et la chambre du fond, qui était au bout du couloir, avec la porte toujours fermée. Je n'avais jamais vu cette porte ouverte. Je n'avais jamais vu ma grand-mère y entrer ou en sortir. Quand j'étais plus petite, je lui ai demandé une fois ce qu'il y avait dans cette chambre et ma grand-mère m'a répondu sans hésiter, « Des choses qui ne te regardent pas ». Et c'était tout. Dans le langage de ma grand-mère Clotilde, cela équivalait à un cadenas et un avertissement écrit en lettres rouges. Cet été-là, à mes 9 ans, j'étais plus curieuse que prudente. Les premiers jours se sont écoulés avec la douce normalité de la campagne. Je me levais tôt, prenais le petit déjeuner en silence avec ma grand-mère, parce qu'elle ne parlait pas beaucoup avant 10 heures du matin, sortais dans le jardin, explorais, revenais pour le déjeuner, faisais une sieste que je ne voulais jamais faire mais que ma grand-mère exigeait, et l'après-midi je m'asseyais dans le couloir pour lire ou regarder le ciel qui, dans le sud du Chili, a une couleur et une profondeur qui n'existent nulle part ailleurs. C'est le 3e jour que j'ai remarqué quelque chose dans la chambre du fond. Je faisais la sieste obligatoire, ou plutôt je faisais semblant de la faire, en regardant le plafond de la chambre d'amis où on m'avait installé, quand j'ai entendu un bruit venant du couloir. C'était un son doux, rythmique, comme le frottement de quelque chose contre le bois du sol. Ce n'était pas exactement des pas. C'était plus semblable au bruit que ferait quelqu'un en traînant les pieds très lentement, sans les lever. Je suis resté immobile à écouter. Le son se déplaçait dans le couloir d'un bout à l'autre, puis s'arrêtait. Ensuite, il recommençait. 3 fois au total, toujours le même parcours, toujours se terminant au même point qui, calculé sans bouger du lit, se trouvait juste devant la porte de la chambre du fond. Quand je suis sorti dans le couloir, il n'y avait personne. Ma grand-mère était dans la cuisine, je pouvais l'entendre au son des assiettes. Le couloir était vide et silencieux sous la lumière de l'après-midi. Je n'ai rien dit à ma grand-mère. Les jours suivants, j'ai entendu le son d'autrefois. Toujours pendant la sieste, toujours ce même frottement lent sur le bois. Un après-midi, j'ai rassemblé mon courage et je suis sorti dans le couloir juste au moment où le son était actif, voulant l'attraper sur le fait. Le couloir était vide, mais le son a continué pendant quelques secondes de plus, maintenant clairement devant la porte de la chambre du fond, bien que je ne pouvais voir aucune source. Comme si quelque chose sans forme visible continuait à se déplacer dans cet espace. Puis il s'est arrêté, et dans le silence qui a suivi venant de derrière la porte fermée, j'ai entendu un coup, un seul, doux mais parfaitement audible, comme si quelqu'un avait posé la paume de sa main contre le bois de l'autre côté. Je suis allé en courant à la cuisine. Ma grand-mère m'a regardé quand je suis entré, et quelque chose dans son expression m'a indiqué que ce n'était pas de la surprise que je voyais en elle. C'était quelque chose de plus proche de la reconnaissance, comme si elle savait exactement d'où je venais en courant et pourquoi. « As-tu vu quelque chose ?» me demanda-t-elle directement. « J'ai entendu, » dis-je, dans le couloir. Un bruit. Ma grand-mère hocha la tête une seule fois, très lentement. « Assieds-toi, » dit-elle. Je me suis assis à la table de la cuisine. Ma grand-mère s'essuya les mains sur son tablier et s'assit en face de moi. Elle me regarda un moment avant de parler, avec cette façon à elle de peser les mots avant de les lâcher. « Ce que tu as entendu ne te fera pas de mal, » dit-elle. « Mais tu dois bien m'écouter. Il y a une règle dans cette maison que tu dois suivre sans demander pourquoi. Peux-tu faire ça ?» Je lui ai dit que oui. La porte du fond ne s'ouvre pas. Jamais, pour aucune raison, et encore moins la nuit. « Tu as compris ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ?» demandai-je, parce que je ne pouvais pas m'en empêcher. Ma grand-mère me regarda. « Un miroir, » dit-elle. J'attendis qu'elle dise quelque chose de plus. Elle ne le fit pas. « Un seul miroir. Un miroir recouvert, » dit-elle. Recouvert d'un tissu noir, et il doit rester ainsi. Tant qu'il est recouvert, ce qu'il y a à l'intérieur reste à l'intérieur. Tu comprends ? Je ne comprenais pas, mais hocha la tête. Si jamais, pour une raison quelconque, tu trouves ce tissu tombé, sors de la maison et m'appelle. Tu ne restes pas à regarder. Tu ne t'approches pas. Tu sors et tu m'appelles. C'est clair ? Oui, grand-mère. Ma grand-mère me regarda un moment de plus, comme pour vérifier que j'avais vraiment compris.
Puis elle se leva et retourna à ses affaires comme si la conversation avait été parfaitement normale. Cette nuit-là, je ne dormis pas bien. Je suis resté à penser devant le miroir. Pourquoi un miroir recouvert dans une pièce fermée pouvait-il être quelque chose qui nécessitait des règles et des avertissements? J'avais vu des miroirs recouverts dans d'autres maisons, toujours avec des explications pratiques ou superstitieuses qui ne m'avaient pas semblé inquiétantes. Mais quelque chose dans le ton de ma grand-mère Clotilde, quelque chose dans la façon dont elle choisissait chaque mot, me disait que c'était différent. Le lendemain, pendant la matinée, alors que ma grand-mère était dans le jardin, je me suis approché de la pièce du fond. Je me suis arrêté devant la porte. C'était une porte en bois sombre, vieille, sans aucune particularité visible. La poignée était en fer, de type ancien, froide au toucher quand je l'ai effleurée du doigt. J'ai mis mon oreille contre le bois. Silence, mais un silence qui semblait plein, comme le silence d'une pièce où quelqu'un retient son souffle. Je me suis éloigné. 4 jours de plus passèrent sans nouvelles. Le bruit dans le couloir ne revint pas. La maison était tranquille, mes journées avaient leur routine agréable, et je commençais à me convaincre que j'avais eu peur sans raison, que le bruit avait une explication logique, que la conversation avec ma grand-mère avait été exagérée par mon imagination d'enfant. Puis vint la nuit de la tempête. C'était un jeudi. Le ciel s'est couvert en milieu d'après-midi, et à 8 heures du soir, il pleuvait avec une intensité que je n'avais jamais vue dans cette région, avec des tonnerres qui faisaient trembler les fenêtres et des éclairs qui illuminaient le champ par des éclairs blancs. Ma grand-mère a fermé toutes les volets, a préparé du chocolat chaud et nous avons passé un moment dans la cuisine à écouter l'orage de l'intérieur. À 9h30, elle m'a envoyé dormir. Je ne voulais pas partir, mais avec ma grand-mère Clotilde, les discussions n'existaient pas. Je suis allé dans la chambre d'amis, je me suis glissé sous les couvertures et j'ai écouté la pluie frapper le toit en bois avec un son qui me semblait normalement réconfortant, mais qui cette nuit-là avait quelque chose de différent, quelque chose de plus urgent, de plus lourd. Je me suis endormi sans le vouloir, à un moment entre les tonnerres, et je me suis réveillé au son, pas le son du couloir des siestes. Un autre son, différent, qui venait de l'extérieur de la maison et que j'ai d'abord confondu avec le vent. C'était comme un sifflement, mais avec une cadence trop régulière pour être du vent. Il montait et descendait avec un rythme qui ressemblait trop à une mélodie sans l'être tout à fait. Je me suis assis sur le lit. L'horloge de la table de nuit marquait 2h20 du matin. La tempête s'était calmée. Il pleuvait encore, mais plus avec cette fureur d'avant. Le sifflement continuait, dehors, se déplaçant lentement autour de la maison. Je l'ai entendu passer par la fenêtre de ma chambre, suivre le côté du bâtiment, contourner le coin et continuer vers l'arrière, vers le couloir arrière. Je me suis levé sans réfléchir, avec cette logique étrange que le cerveau a à 2h du matin quand il n'est pas tout à fait éveillé. Je suis sorti dans le couloir en silence. Il faisait sombre. La seule lumière venait des éclairs lointains qui entraînent par les fentes des volets par éclats irréguliers. Et alors, je vis la porte du fond. Elle était ouverte, pas complètement ouverte, juste 1 centimètre, peut-être 2, mais ouverte. Un rectangle d'obscurité plus dense dans l'obscurité du couloir. Je restais pétrifié. Je me rappelais ce que ma grand-mère m'avait dit. « Sors de la maison et appelle-moi. Ne reste pas à regarder. » Mais je ne bougeais pas. De l'intérieur de la pièce venait une lueur très faible, presque imperceptible, d'une couleur que je ne saurais décrire avec précision. Ce n'était ni blanc, ni bleu, ni vert. C'était quelque chose entre ces couleurs. Quelque chose qui n'avait pas de nom dans mon vocabulaire de 9 ans et qui n'en a pas maintenant. Une lueur douce, pulsante, comme si quelque chose à l'intérieur de cette pièce respirait. Et dans la lueur, derrière la porte entrebâillée, je vis une ombre. Ce n'était pas l'ombre d'un objet ni d'un meuble, c'était l'ombre d'une silhouette. Grande, mince, parfaitement immobile, debout au centre de la pièce, sans traits distincts, juste une forme sombre découpée contre la lueur étrange. La silhouette ne bougea pas, moi non plus. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés ainsi, la silhouette immobile dans la chambre et moi immobile dans le couloir. Cela aurait pu être des secondes, ou cela aurait pu être plusieurs minutes. Le temps avait une texture différente à ce moment-là, étirée et dense. Puis la silhouette leva une main, lentement, sans brusquerie, sans menace apparente. Elle leva simplement ce qui aurait été la main droite si cela avait été une personne, et pointa vers quelque chose, pas vers moi.
vers le côté de la chambre, où, selon ce que ma grand-mère m'avait expliqué, devrait se trouver le miroir. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu la voix de ma grand-mère Clotilde. Isabelle. Elle venait du fond du couloir, de sa chambre. Un seul mot dit à voix basse, mais avec une intensité qui a activé quelque chose de physique en moi, une impulsion qui n'avait rien à voir avec la pensée consciente. Je me suis retourné et j'ai couru vers sa chambre. Ma grand-mère était debout sur le seuil de sa chambre, en chemise de nuit, avec une bougie allumée à la main. Elle m'a attrapé par le bras quand je suis arrivé près d'elle et m'a fait entrer dans sa chambre. Elle a fermé la porte. Elle est restée dos à celle-ci pendant un moment, les yeux fermés et les lèvres bougeant sur quelque chose qui ne produisait aucun son. Puis elle a ouvert les yeux et m'a regardé. « Tu l'as vu ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. « Tu as regardé dans le miroir ?»« Non, ai-je dit. J'ai regardé la silhouette, mais pas dans le miroir. » Ma grand-mère a fermé les yeux à nouveau brièvement, et sur son visage il y avait quelque chose que j'ai interprété à ce moment-là comme un soulagement, mais que maintenant, à 41 ans et avec la perspective de ce qui est venu après, je reconnais comme quelque chose de plus complexe, comme le soulagement mêlé à la certitude que le problème n'était pas terminé, juste reporté. « Bien, a-t-elle dit, c'est ça qui est important. Que se serait-il passé si j'avais regardé dans le miroir ?» Ma grand-mère est restée silencieuse pendant un moment. « Ce qu'il y a dans ce miroir veut sortir depuis longtemps, dit-elle enfin. Sortir du miroir et sortir de la chambre. Le tissu noir le retient. Si quelqu'un le regarde quand le tissu est tombé, il lui donne la permission. Permission pourquoi ? Pour te suivre, dit-elle simplement. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre de ma grand-mère Clotilde, sur un lit de camp qu'elle a sorti de l'armoire avec une efficacité qui m'a indiqué que ce n'était pas la première fois qu'elle l'utilisait à cette fin. Nous n'avons plus parlé du sujet. Ma grand-mère a éteint la bougie et nous sommes restés silencieuses dans l'obscurité, avec la pluie qui avait recommencé à s'intensifier dehors. Avant de m'endormir, j'ai posé une dernière question. Qui a ouvert la porte ? Ma grand-mère a mis du temps à répondre. Parfois, ce qui est à l'intérieur trouve un moyen de faire bouger les choses, dit-elle. C'est pourquoi le tissu doit être bien placé. Je vais le vérifier demain. Je n'ai rien dit de plus. Le lendemain matin, sous la lumière claire et lavée laissée par la forte pluie, ma grand-mère Clotilde est entrée dans la chambre du fond. Je suis resté dans le couloir, sans me pencher, sans essayer de voir quoi que ce soit. Je l'ai entendue bouger à l'intérieur pendant quelques minutes. Puis elle est sortie, a fermé la porte et a vérifié qu'elle était bien fermée en passant les doigts sur le cadre comme quelqu'un qui scelle quelque chose. « Le tissu était-il tombé ?» ai-je demandé. « À moitié, dit-elle. C'est déjà réparé, et elle n'a pas parlé du sujet pendant le reste de mon séjour. Je suis retourné chez mes parents 2 semaines plus tard sans l'avoir mentionné à personne. Je ne l'ai pas dit à ma mère, je ne l'ai pas dit à mes amis. Je l'ai gardé de la manière dont les enfants gardent les choses qu'ils n'ont pas les mots pour expliquer, dans un endroit intérieur où cela ne dérangeait pas trop, mais où cela ne disparaissait pas non plus. Ma grand-mère Clotilde est morte quand j'avais 18 ans. Je suis allé à l'enterrement, j'ai été dans la maison pour la dernière fois pendant les jours de veillée, et à un moment de cette visite, sans le prévoir, je me suis retrouvé seul dans le couloir devant la porte de la chambre du fond. La porte était toujours fermée. J'ai mis la main sur la poignée mais je n'ai pas tourné. Je suis resté ainsi, la main sur le fer froid, pensant à ma grand-mère de 9 ans, à l'éclat étrange, à la silhouette qui a pointé vers le miroir. Pensant à tout ce que ma grand-mère Clotilde savait sur cette chambre et qu'elle avait emporté sans tout expliquer. Un de mes cousins, qui était chargé d'organiser la vente de la maison, m'a trouvé là. « Qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre ?» lui ai-je demandé. Mon cousin a haussé les épaules. « Je ne sais pas. Elle est fermée à clé et nous n'avons pas trouvé la clé parmi les affaires de grand-mère. Probablement juste des vieilleries. Tu vas l'ouvrir ? Éventuellement, je suppose. Pour vider la maison avant de la vendre. Je lui ai dit de faire attention. Il m'a demandé pourquoi et je n'ai pas su comment l'expliquer. Je lui ai dit que grand-mère était superstitieuse à propos de cette chambre et je l'ai laissée comme ça. La maison a été vendue cette même année. Je n'ai jamais su si mon cousin avait ouvert la chambre avant de la remettre. Je ne lui ai jamais demandé. Il y a des questions dont je ne veux pas connaître les réponses. Mais c'est ce que j'allais leur dire au début, le détail qui m'empêche de continuer à croire que c'était un rêve ou une imagination d'enfant. 5 ans après la mort de ma grand-mère Clotilde, quand j'avais 23 ans, j'étais dans l'appartement que je partageais avec 2 camarades de l'université.
Un appartement normal dans un immeuble normal, sans histoire, sans rien de particulier. Une de mes camarades s'appelait Fernanda. Un vendredi soir, Fernanda est arrivée avec un miroir qu'elle avait trouvé dans une foire aux antiquités, grand, avec un cadre en bois sombre sculpté, du genre que l'on imagine dans une vieille maison seigneuriale. Elle ne l'avait payé presque rien, selon ses dires, car la vendeuse voulait s'en débarrasser rapidement. Elle l'a mis dans le couloir. Je l'ai regardé, et je l'ai reconnu. Je n'ai aucun moyen de prouver cela. Je sais que cela semble impossible, que les miroirs sont des objets sans mémoire, que le sud du Chili et cet appartement universitaire sont des mondes complètement séparés. Mais je l'ai reconnu avec une certitude qui ne venait d'aucun raisonnement mais de quelque chose de beaucoup plus viscéral. Le cadre en bois sombre avec la sculpture spécifique au coin, les proportions exactes, le verre avec une légère teinte qui n'était pas tout à fait transparent. C'était le même miroir. Il m'a fallu tout le contrôle de soi que j'avais pour ne pas sortir en courant de l'appartement. Je disais à Fernanda que ce miroir ne pouvait pas rester dans le couloir, qu'elle devait le mettre dans sa chambre ou ailleurs. Fernanda m'a demandé pourquoi, et je ne savais pas quoi lui dire. J'ai inventé quelque chose sur le fait que les miroirs dans les couloirs la nuit me mettaient mal à l'aise, que j'avais peur de me voir quand je ne m'y attendais pas. Fernanda a ri, mais elle l'a déplacé dans sa chambre. Cette nuit-là, depuis la chambre de Fernanda, j'ai entendu le bruit. Le même frottement doux sur le sol. Le même rythme lent que j'avais entendu 12 ans plus tôt dans le couloir de la maison de ma grand-mère Clotilde. Le lendemain matin, avant que Fernanda ne se réveille, j'ai pris le miroir de sa chambre. Je l'ai enveloppé dans le drap le plus épais que j'ai trouvé et je l'ai sorti de l'appartement. Je l'ai mis dans le conteneur à ordures de la rue. Quand Fernanda s'est réveillée et a vu qu'il n'était pas là, je lui ai dit que je l'avais emporté un moment pour quelque chose, que je le lui rendrais. Je ne lui ai jamais rendu. Je lui ai dit que je l'avais accidentellement cassé et je lui ai payé ce qu'il avait coûté. Je ne lui ai pas expliqué. Je ne saurais pas comment. Le son ne revint pas après que le miroir sortit de l'appartement. C'était il y a 18 ans. Je suis infirmière. Je suis pratique. Je gère la réalité tous les jours sous sa forme la plus concrète et indéniable. Mais je n'ai aucun moyen d'expliquer que ce miroir, d'une manière que je ne comprends pas, est arrivé depuis la chambre au fond de la maison de ma grand-mère jusqu'à la foire aux antiquités d'une ville à 300 km de distance. Je n'ai aucun moyen d'expliquer le son, ni l'éclat, ni la silhouette qui pointa vers lui cette nuit-là de tempête. La seule chose que j'ai est la règle que ma grand-mère Clotilde m'a donnée, que j'ai vérifiée au fil des ans. Tant qu'il est couvert, ce qu'il y a à l'intérieur reste à l'intérieur. Je ne sais pas où se trouve ce miroir maintenant. Dans une décharge, je suppose. Ou peut-être que quelqu'un l'a ramassé avant l'arrivée du camion poubelle. Peut-être est-il dans une autre foire aux antiquités, avec un autre prix bas, avec une autre vendeuse qui veut s'en débarrasser rapidement sans savoir pourquoi elle a cette urgence. J'espère que celui qui l'a maintenant ne retirera jamais le tissu. J'espère que, s'il le retire, il ne regardera jamais. Et ainsi se termine le témoignage d'Isabelle. Elle m'a écrit que depuis cet appartement universitaire, elle n'est jamais retournée dans une pièce où il y a un miroir recouvert. Elle dit que ce n'est pas exactement de la peur, mais du respect. La différence entre les deux, selon elle, est que le respect ne paralyse pas. Il te rappelle simplement qu'il existe des règles pour une raison, même si personne ne te les a expliquées en entier. Cela me semble une manière très honnête de porter quelque chose comme ça. Si tu as aussi un objet, un endroit ou une expérience d'enfance que tu n'as jamais réussi à expliquer complètement, écris-moi. Ce sont les histoires qui me touchent le plus. Repose-toi bien cette nuit et prends soin de toi.